Thomas Crow tourna la clé dans la serrure et poussa la porte de sa maison de Lawlhurst, à Portland. La maison à 2 étages l'accueillit avec le craquement du parquet et le parfum du basilic qui s'échappait de la cuisine. De grandes fenêtres laissaient filtrer la douce lumière d'une soirée de septembre, tandis que le jardin inachevé, au-delà des vitres, lui rappelait les promesses d'Avery de planter des roses. Thomas, 34 ans, architecte à la réputation grandissante, déposa son portfolio près de la porte et déboutonna le premier bouton de sa chemise. Ses cheveux noirs étaient légèrement ébouriffés après une longue journée, et ses yeux pétillaient d'enthousiasme pour une nouvelle idée de projet de centre culturel. « Salut Ava, je suis rentré » lança-t-il en enlevant ses bottes. Avery, sa femme, sortit de la cuisine, un verre de vin rouge à la main. Elle avait 31 ans, ses longs cheveux châtains lui tombaient en cascade sur les épaules, et ses yeux verts étincelaient de l'énergie qui avait jadis captivé Thomas. Elle portait un chemisier blanc et un jean, mais elle semblait plus préparée pour une scène que pour un repas fait maison. Elle sourit, mais son sourire paraissait forcé, comme avant de monter sur scène. « Salut Tom, comment s'est passée ta journée » demanda-t-elle en prenant une gorgée de vin. « Bien » répondit-il en accrochant sa veste. La réunion avec le client a été longue, mais j'ai réussi à les convaincre pour la façade en verre. Ça va faire un carton. Il entra dans la cuisine où une casserole de pâtes mijotait sur le feu et un saladier trônait sur la table. Un doux jazz s'échappait des haut-parleurs du salon, leur rituel du soir habituel. Thomas prit une bouteille d'eau dans le réfrigérateur, jetant un coup d'œil à Avery, absorbé par son téléphone près du comptoir. « Tu étais au théâtre aujourd'hui » demanda-t-il en ouvrant la bouteille. « Oui, en répétition » répondit-elle sans lever les yeux de son écran. « La scène finale est toujours bloquée. Le metteur en scène hurle comme si c'était Broadway, pas une grange. » Thomas laissa échapper un petit rire en posant le verre d'eau sur la table. « Eh bien, tu dis toujours que c'est ton tremplin vers le grand écran ? Peut-être que cette grange sera ton trampoline. » Avery finit par poser son téléphone et le regarda, les bras croisés. « C'est assez drôle, Tom, je suis sérieuse. Si j'insiste vraiment, peut-être qu'un agent me remarquera. » À Portland aussi, il y a des recruteurs. Je le crois, dit-il sincèrement, mais avec une pointe de lassitude. Tu as du talent, juste n'oublie pas de te reposer, d'accord. Elle ferma les yeux et sourit. Se reposer, pour ceux qui sont au sommet, je suis encore en train de redescendre. Thomas hocha la tête en s'asseyant à table. Il était habitué à ses ambitions, à ses rêves de Hollywood et à la passion dévorante qu'elle déployait pour le théâtre. Lors de leur première rencontre à une soirée, 3 ans auparavant, son énergie était comme un aimant. Elle parlait de théâtre, des rôles qu'elle rêvait d'interpréter, et il était incapable de la quitter des yeux. Maintenant, après 3 ans de mariage, il l'admirait toujours, mais avait parfois l'impression qu'elle était ailleurs. « Quoi de neuf » demanda Avery en posant des assiettes de pâtes sur la table. « À part tes airs de façade. »« Rien de nouveau » répondit-il en enroulant des spaghettis autour de sa fourchette. « Le projet avance. Si tout se déroule comme prévu, ce sera mon meilleur film. Peut-être même que les magazines le remarqueront. »« Génial » dit-elle d'une voix lointaine. Elle reprit son téléphone pour consulter ses notifications. Thomas croqua dans son pain en l'observant. Il voulait parler d'autre chose que du travail ou du théâtre. Ces derniers temps, il pensait beaucoup à l'avenir, aux enfants, et à la façon dont leur maison pourrait devenir un véritable nid familial. Il déglutit, se décidant à tenter le coup. « Écoute, Ava, commença-t-il, je me disais que peut-être on devrait commencer à envisager quelque chose de sérieux. » Comme une chambre d'enfant où Avery se figea, sa fourchette à mi-chemin de sa bouche. Elle le regarda et pendant une seconde, elle vit quelque chose dans ses yeux, ni joie, ni colère, mais quelque chose d'indéfinissable. Elle esquissa un sourire forcé. « Une chambre d'enfant » répéta-t-elle en reposant sa fourchette. « Tom, n'allons pas trop vite, d'accord, j'ai une pièce dans 2 semaines, je suis à fond dedans. On pourra peut-être en parler après. »« Pas demain, je ne dis pas ça, » répondit-il en essayant de garder le ton léger. « C'était juste une idée. On a déjà parlé d'Emma ou de Liam, non ? » « Oui, je me souviens, » répondit-elle en détournant le regard. « Mais ce n'est pas le moment. Je suis vraiment débordée de travail. » Thomas hocha la tête, une légère frustration l'envahissant. Il ne voulait pas la brusquer, mais ses réponses étaient toujours évasives, comme si elle cherchait à le tenir à distance. Il prit une gorgée d'eau pour chasser cette sensation. « Bon, d'accord, pas de problème, » dit-il. « Je pensais juste que ce serait une bonne idée. » Avery sourit encore plus, mais ses yeux se posèrent de nouveau sur son téléphone. « Tout ira bien, Tom. Laisse-moi juste finir cette pièce, d'accord ?» Elle se leva, prit un verre et se dirigea vers le salon. « Je vais regarder l'enregistrement de mon ancien rôle. Il faut que je me rappelle comment marquer une pause dans le monologue. » Thomas la regarda partir, ses pas étaient légers, presque dansants.
Il commença à débarrasser la pièce, empilant les assiettes dans l'évier. Le jazz qui sortait des haut-parleurs montait en puissance et Avery avait dû augmenter le volume. Il l'entendit fredonner quelque chose et un instant, il sourit. Peut-être a-t-elle raison, pensa-t-il. Peut-être que ce n'était pas le moment. Mais tandis qu'il faisait la vaisselle, une étrange sensation persistait dans sa poitrine, ni douleur, ni colère, mais comme une prémonition inexplicable. Il s'essuya les mains avec une serviette et entra dans le salon. Avery était assise sur le canapé, absorbée par la télévision. Elle portait une longue robe et sa voix, assurée, emplissait la pièce. Thomas resta planté dans l'embrasure de la porte, la regardant. Elle ne se retourna pas, complètement absorbée par la vidéo. Il voulut lui dire quelque chose mais se ravisa. « Je vais à mon bureau, je vais travailler un peu, dit-il. »« D'accord, bien sûr, répondit-elle sans quitter l'écran des yeux. Thomas monta à son bureau, où les plans du centre culturel étaient posés sur la table. Il alluma la lumière, s'assit à son bureau et ouvrit son ordinateur portable. Au lieu de travailler, son regard se posa sur le cadre de leur photo de mariage. Il riait sous un parapluie, sous la pluie. Il sourit, mais son sourire s'effaça aussitôt. Quelque chose clochait, et il n'arrivait pas à comprendre quoi. Il se laissa aller dans son fauteuil et prit une gorgée de whisky. Le travail l'aidait généralement à se concentrer, et il décida maintenant de se pencher sur les plans. Dans son esprit, il entendit ces mots « Ne nous précipitons pas ». Il se dit que c'était normal, qu'elle était simplement occupée. Avery avait toujours été ainsi, brillante, ambitieuse, vivant ses rêves. Il l'aimait pour cela. Ou peut-être aimait-il la version d'elle qu'il avait connue 3 ans auparavant. Une nouvelle mélodie commença à jouer en sourdine, un extrait d'une vieille comédie musicale qu'Avery adorait. Thomas soupira, ouvrit le dossier du projet et commença à relire les croquis. Mais chaque fois qu'il essayait de se concentrer, ses réponses évasives et son regard absent lui revenaient en mémoire. Il posa la souris et s'approcha de la fenêtre. À travers la vitre, un jardin sombre apparut vide, avec des buissons dénudés qu'Avery avait promis de planter de fleurs. Il se souvint d'avoir choisi cette maison, de son enthousiasme pour les grandes fenêtres, de ses paroles selon lesquelles leur vie idéale serait ici. À l'époque, il avait cru chacune de ces paroles. Thomas retourna à sa table, mais le travail ne tenait pas. Il prit son téléphone pour écrire à son ami Sam, mais se ravisa. Au lieu de cela, il ouvrit son carnet de notes et commença à dresser une liste de tâches pour le lendemain, réunion, appel, plan. Cela l'aidait toujours à se sentir maître de la situation. Mais à la fin de la liste, il écrivit sans savoir pourquoi, parler à Avery des enfants, sérieusement. Il lut ces mots, puis ferma le carnet. En dessous, Avery avait ri apparemment, quelque chose dans la note l'avait amusé. Thomas hocha la tête, essayant de chasser son inquiétude. Elle est juste occupée, se dit-il, tout ira bien. Il retourna à ses plans mais ce sentiment persistait. Thomas ferma son ordinateur portable, éteignit la lumière et descendit. Avery était toujours assise sur le canapé, les yeux rivés sur l'écran. Il s'arrêta à la porte et la regarda. « Bonne nuit, Evie, murmura-t-il doucement. « Oui, bonne nuit, répondit-elle sans se retourner. Il monta dans la chambre, s'allongea sur le lit et fixa le plafond. Le sommeil ne venait pas. Il repensa à son sourire, à ses paroles, à la façon dont elle était partie regarder son enregistrement. Et quelque part, au plus profond de son âme, dans le coin le plus silencieux, il sentait que quelque chose n'allait pas. Thomas Crow gara sa berline grise dans la rue à Lawlhurst, car elle était encombrée de voitures apparemment, un voisin avait organisé une fête. Il pleuvait des cordes, recouvrant l'asphalte d'une fine brume, et Thomas, architecte de 34 ans, releva la capuche de sa veste en se dirigeant vers la porte de derrière de sa maison. La réunion avec le client s'étant terminée plus tôt que prévu, il décida de ne pas retourner au bureau et de rentrer directement chez lui. Peut-être pourrait-il croiser Avery avant sa répétition du soir, pensa-t-il, s'imaginant assis autour d'un café comme au bon vieux temps. Il inséra la clé dans la serrure de la porte de derrière donnant sur un couloir adjacent à la cuisine. La maison l'accueillit, avec la lumière froide d'une lampe et une odeur de café brûlé provenant de la cuisine. Thomas secoua sa veste pour enlever les gouttes de pluie et s'apprêtait à annoncer son arrivée lorsqu'il entendit des voix stridentes, furieuses, bien différentes de leurs soirées habituelles. « Tu lui mens, Evie !» La voix de Lorraine, la sœur d'Avery, claqua comme un coup de fouet. « J'ai vu tes pilules dans ton sac à main en cherchant mes clés. » Thomas resta immobile, la main toujours sur la poignée de porte. Lorraine, 28 ans, infirmière aux cheveux courts et au caractère franc, était venue passer le week-end. Il savait qu'ils se disputaient souvent, mais là c'était différent. Son cœur battait la chamade, mais il ne bougea pas écoutant la conversation. « Qu'est-ce que tu en sais, au juste ?» La voix d'Avery tremblait de colère.
Je ne veux pas d'enfant, Lorraine, et je n'ai aucune intention d'en avoir, vraiment, s'écria presque Lorraine. Thomas croit que tu veux fonder une famille. Tu le trompes, Thomas sentit le sang se retirer de son visage. Il resta planté là, dans le couloir sombre, plaqué contre le mur, incapable de respirer. Avery lui avait promis une famille. Ils en avaient parlé des dizaines de fois, leurs promenades en poussette au parc, les balançoires qu'il installerait dans le jardin. Elle souriait et hochait toujours la tête quand il se confiait à voix haute. Ses doigts serraient les clés dans sa poche. Trompeur. Avery rit, mais son rire était strident, presque hystérique. Lorraine, je l'ai épousé parce qu'il est mon sésame pour Hollywood. Ses relations, son argent, son nom, c'est ma chance. Tu crois que je vais rester dans ce Portland à pousser une poussette et à essuyer des morves? Je veux devenir une star, et il est mon sésame. Thomas ferma les yeux, la gorge serrée. Chaque mot était comme un coup. Il se souvint de leur mariage, Avery en robe blanche, son rire sous la pluie, ses promesses d'amour éternel. Il se souvint de la façon dont elle était assise à côté de lui à dîner, hochant la tête quand il parlait d'enfants. Tout cela n'était que mensonge, elle ne l'aimait pas, elle se servait de lui. Tu es malade, dit Lorraine, sa voix s'apaisant mais empreinte de dégoût. Il t'aime, Evie, il te construit une vie et toi tu lui mens en face. N'en parle pas, l'interrompit Avery. Tu as toujours été si bien élevée, mademoiselle Moralité, mais je fais ce qu'il faut pour sortir de ce bourbier. Et si ça implique de jouer le rôle de l'épouse, je jouerai le jeu? Tu ne fais pas que jouer le jeu, murmura Lorraine. Tu lui gâches la vie, il mérite la vérité. La vérité, s'exclama Avery. La vérité, c'est que je n'ai aucune intention de sacrifier mon rêve pour ces fantasmes de bébé et de couche. Il est utile, Lorraine. Son ami, ce producteur, il moque, il a promis de lui organiser un rendez-vous avec un agent. C'est ma chance. Quant aux enfants, peut-être plus tard, ou jamais. Thomas sentit ses jambes flageoler. Il s'appuya contre le mur pour ne pas tomber. Ses pensées étaient envahies par les souvenirs, les câlins d'Avery après le travail, leur rire devant des films idiots, sa promesse d'être ensemble pour toujours. Tout cela n'était qu'une comédie. Elle ne voyait en lui qu'un instrument, pas un mari. Tu es dégoûtant, dit Lorraine. Je ne peux pas supporter ça. Thomas sentit quelqu'un se lever. Il comprit qu'on allait bientôt sortir. Son cœur battait si fort qu'on aurait dit qu'on pouvait l'entendre. Il avait envie de faire irruption, de crier, d'exiger des explications, mais quelque chose en lui le retenait. Il ne voulait pas faire de scène, il ne voulait plus voir son visage, son sourire forcé, ses justifications. Il voulait partir. Lentement sur la pointe des pieds, il se retira vers la porte de derrière. La pluie redoublait, tambourinant sur le toit. Thomas ouvrit la porte doucement et se glissa dehors. L'air froid le frappa de plein fouet, mais il le remarqua à peine. Il marcha jusqu'à sa voiture, s'installa au volant et referma la portière. Ses mains tremblaient lorsqu'il inséra la clé dans le contact. Il resta assis là, à regarder la maison à travers le pare-brise embué par la pluie. La lumière de la cuisine était allumée et il pouvait distinguer les silhouettes d'Avery et de Lorraine qui se disputaient encore. Sa maison, sa vie, son mariage, tout ce qu'il avait construit pendant 3 ans n'était qu'une illusion. Avery ne l'aimait pas, elle ne l'avait jamais aimé. Elle voulait ses relations, son argent, son nom. Mais il était aveuglé, croyant à ses sourires, à ses paroles, à leur avenir. Tout n'était que mensonge, murmura-t-il d'une voix brisée. Il serra le volant, essayant de reprendre son souffle. Il avait la poitrine lourde, mais aucune larme ne coulait, seulement un vide froid et pesant. Il ne savait pas quoi faire ensuite, mais une chose était sûre, il ne retournerait pas dans cette maison. Pas aujourd'hui, peut-être jamais. Thomas Crowe était assis dans sa voiture, garée à quelques rues de chez lui à Lawlrest. La pluie tambourinait sur le pare-brise, des ouvriers essuyaient l'eau de leurs pelles, les phares éclairaient l'asphalte mouillé. Ses doigts serraient encore les clés, s'enfonçant dans sa paume, mais il ne ressentait aucune douleur. Dans sa tête, il entendait les mots d'Avery, prononcés à peine une demi-heure plus tôt. Je l'ai épousé parce qu'il est mon ticket pour Hollywood. Ses relations, son argent, son nom, c'est ma chance. Chaque mot avait été un coup de poignard, et maintenant, assis en silence dans la voiture, Thomas avait l'impression que son monde s'écroulait. Il regarda la maison à travers la pluie, la lumière de la cuisine était encore allumée. Les silhouettes d'Avery et de Lorraine se dessinaient derrière les rideaux. Sa maison, son mariage, sa vie, tout ce qu'il avait construit pendant 3 ans n'était qu'une illusion. Avery ne l'aimait pas. Elle voyait en lui un instrument, pas un mari. Thomas ferma les yeux, essayant de respirer calmement, mais il avait l'impression qu'on lui coupait l'air de la poitrine. Il ne sut pas combien de temps il resta assis là, 5 minutes 10. La pluie ne cessait pas et Thomas comprit qu'il ne pouvait pas rester là sans bouger. Il avait besoin de bouger, de réfléchir, d'agir. Il démarra la voiture et prit la route sans savoir où. Les rues de Portland étaient désertes, les réverbères se reflétant dans les flaques d'eau. Il passa devant des cafés fermés et le parc où Avery et lui avaient l'habitude de se promener.
Finalement, il s'arrêta devant l'immeuble de son agence d'architecture. Dans le quartier de Pearl District, la façade de verre scintillait légèrement sous la pluie. Thomas se gara, attrapa sa mallette et courut vers l'entrée, se couvrant d'un manteau. Il inséra la clé dans la serrure, pénétra dans le couloir faiblement éclairé et prit l'ascenseur jusqu'au 3e étage, où se trouvait son bureau. La porte de ses armoires s'ouvrit en grinçant et il alluma la lampe de bureau, éclairant la table recouverte de plans pour un centre culturel. Des maquettes de bâtiments en balsa étaient posées sur des étagères, tandis que des croquis de ses projets étaient accrochés au mur. Le silence du bureau n'était rompu que par le tic-tac de l'horloge et le bruit lointain de la pluie dehors. Thomas jeta sa mallette au sol et s'effondra sur une chaise, s'essuyant le visage du revers de la main. Son regard se posa sur les plans, sa fierté, son travail, sa vie, mais à présent même lui semblait étranger. Il se souvint d'Avery venant ici, apportant du café, louant son talent. Il pensait qu'elle était fière de lui. Mais elle ne faisait que jouer un rôle, attendant que ses relations lui ouvrent les portes de Hollywood. Thomas serra les poings, ses ongles s'enfonçant dans ses pommes. Il se souvint de leur mariage Portland Park, la pluie, la robe blanche d'Avery, ces mots « Nous serons heureux, Tom ». Il se souvint comment ils avaient choisi les prénoms de leurs futurs enfants, Emma pour une fille et Liam pour un garçon. Il avait fait des projets, mais elle prenait des pilules pour s'assurer qu'ils ne se réaliseraient jamais. Comment ai-je pu être aussi aveugle ? Murmura-t-il d'une voix rauque. Il attrapa son téléphone, les doigts tremblants, et ouvrit son répertoire. Il avait besoin de quelqu'un qui puisse le ramener à la réalité, quelqu'un qui sache réagir face à une crise. Dan Wilson, avocat et vieil ami de fac, était exactement cette personne. Avec ses blagues à n'en plus finir et sa vision pragmatique de la vie, Dan avait toujours été un phare pour Thomas, le rêveur. Il composa le numéro de Dan, le suppliant de ne pas dormir. Crow, qu'est-ce qui se passe à une heure pareille ? La voix de Dan était somnolente mais alerte. Tu passes encore la nuit à dessiner des plans. Thomas déglutit, la gorge sèche comme du papier de verre. Dan, j'ai besoin d'aide, dit-il d'une voix brisée. Ce n'est pas à cause du travail, c'est Avery. Avery, Dan prit immédiatement un ton grave. Que s'est-il passé ? Vous vous êtes disputé ? Thomas hocha la tête. Je l'ai entendu parler à Lorraine. Elle prend des pilules pour ne pas tomber enceinte. Elle ne veut pas d'enfant, Dan, elle n'en a jamais voulu. Merde, soupira Dan, tu en es sûr. Tu as tout entendu toi-même, chaque mot, dit Thomas d'une voix plus forte. Elle a dit qu'elle n'allait pas gâcher sa vie à changer des couches, que j'étais sa chance de carrière, je croyais qu'elle m'aimait mais elle jouait avec moi. Putain Tom, lâcha Dan, je suis désolé mon pote, qu'est-ce que tu veux faire, divorcer, aboya Thomas, il me faut divorcer. Maintenant, divorcer, répéta Dan, tu es sûr, on ne peut pas lui parler. Savoir ce qui se passe, non, coupa Thomas. Je ne veux pas de ces mensonges, je ne veux pas de scène, je veux juste que ça se termine. Tu peux faire en sorte que ça arrive, je peux, dit Dan d'un ton professionnel. En Oregon, les divorces sans enfants sont rapides. Donne-moi 2 jours, je prépare les papiers. Mais Tom, es-tu sûr de ne pas vouloir prendre du recul ? Je suis revenu à la raison, dit Thomas d'une voix froide. J'ai cru en son amour pendant 3 ans mais elle s'est servie de moi, je ne veux plus être son pion. D'accord, soupira Dan, je m'en occupe. Où es-tu chez toi ? Non, répondit Thomas. Au bureau, je suis parti de chez moi, je ne veux pas la voir. Au bureau à minuit, Dan haussa un sourcil. Très bien, architecte, c'est ton genre, si tu veux, passe chez moi. Le canapé est libre, et Tom, tiens bon, c'est n'importe quoi mais tu vas y arriver. Merci, dit Thomas d'une voix plus douce, j'appellerai demain. Il raccrocha et posa le téléphone sur la table. Ses mains tremblaient encore, mais la décision était prise. Il ne retournerait pas vers Avery. Il n'écouterait plus ses excuses, ses larmes, ses manigances. Il voulait être libre et il se l'approprierait. Thomas se leva et se dirigea vers une armoire d'angle de son bureau, où il rangeait des vêtements de rechange et des affaires pour ses longues soirées de travail. Il sortit un sac de sport noir et commença à y glisser l'essentiel, un ordinateur portable, un chargeur, quelques chemises, un gant. Il évita de regarder l'étagère où était rangée la photo de leur voyage à Seattle, où il riait devant la Space Needle. Il ne voulait rien qui lui rappelle Avery. Il retourna à son bureau et son regard se posa sur les plans du centre culturel. C'était son travail, sa passion, sa vie, mais même cela lui semblait désormais vide. Il se souvenait d'Avery faisant l'éloge de ses projets, disant qu'il était talentueux. Tout cela faisait partie de son jeu. Thomas serra les dents et ses doigts effleurèrent son alliance, une simple bague en or qu'Avery avait choisie par style. Il la retira, la fit tourner dans sa main, se rappelant comment elle la lui avait passée au doigt devant les invités. Un nœud se forma dans son estomac, mais il déposa la bague sur la table, à côté du cadre retourné de leur photo de mariage, qu'il avait aperçu sur l'étagère.
C'est la fin, dit-il à voix haute, d'une voix calme mais ferme. Thomas jeta son sac sur son épaule, éteignit la lampe et quitta le bureau. L'ascenseur le déposa dans le couloir, et il sortit sous la pluie sans se soucier de son manteau trempé. Il roula sur la route, ses phares éclairant l'asphalte mouillé, et s'enfonça dans la nuit, sous une pluie froide, laissant derrière lui tout ce qui avait jadis été sien. Ses doigts sentaient encore le vide là où se trouvait l'Alliance, mais ce vide n'était pas une douleur, c'était le premier pas vers la liberté. Thomas Crow passa la nuit dans un motel miteux à la périphérie de Portland, à quelques kilomètres de son bureau. Après avoir parlé à Dan, il n'avait pas le courage d'aller voir un ami, il ne voulait ni question, ni pitié, ni même de soutien. Alors il choisit un motel à l'enseigne lumineuse clignotante, une chambre qui sentait l'humidité et les produits de nettoyage bon marché. Le lit grinçait, les couvertures étaient fines, mais il dormit à peine, allongé sur le dos, les yeux fixés au plafond. Les mots d'Avery, « il est mon ticket pour Hollywood », tournaient en boucle dans sa tête. Il se retourna essayant de chasser ses pensées, mais au matin, des cernes s'étaient formées sous ses yeux et le vide persistait dans sa poitrine. À l'aube, Thomas prit une douche, enfila la chemise de la veille légèrement froissée et but un café immonde acheté au distributeur automatique du motel. Il savait qu'il devait rentrer chez lui, non pas pour se faire pardonner, mais pour en finir une bonne fois pour toutes. Le divorce, dont il avait parlé avec Dan, n'était pas un simple coup de tête. C'était la seule chose sensée. Il s'installa dans la voiture, jeta son sac sur la banquette arrière et reprit la route vers l'Oldrest. La pluie avait cessé mais le ciel restait gris, comme si la ville reflétait son humeur. En entrant par la porte de derrière, une odeur de pain grillé lui parvint aux narines. Avery était dans la cuisine, debout devant le fourneau, un tablier bleu sur les épaules, les cheveux châtains relevés en un chignon négligé. Elle se tourna vers lui en le voyant et son visage s'illumina d'un mélange de surprise et de soulagement. « Tom, où étais-tu passé » s'exclama-t-elle en s'approchant. « Je t'ai appelé à minuit, tu n'as pas répondu, j'ai cru qu'il t'était arrivé quelque chose. » Thomas posa son sac près de la porte et la regarda. Ses yeux verts étaient grands ouverts, mais il n'y lut aucune inquiétude sincère, plutôt une émotion calculée, comme dans ses mises en scène. Il prit une profonde inspiration, s'efforçant de garder une voix calme. « J'ai dormi dans un motel, dit-il en ôtant son manteau. Après le travail, je suis allé dans un bar avec Sam, j'ai trop bu, je n'avais pas envie de conduire. C'était un mensonge, et il savait que cela sonnait faux, mais peu lui importait. Il ne voulait pas expliquer ce qu'il avait entendu de sa conversation avec Lorraine, comment ses paroles avaient bouleversé sa vie, pas maintenant. Pas encore, Avery fronça les sourcils et les bras croisés. Au bar, avec Sam, et tu n'as pas pu répondre à mon appel. Je n'ai pas dormi à minuit, Tom, je suis désolé, dit-il sans la regarder. Le téléphone a sonné. Elle ouvrit la bouche pour protester mais le congédia d'un geste de la main. Bon, laisse tomber. L'important c'est que tu sois là. Tu veux des toasts, j'en prépare. Non, répondit Thomas d'une voix plus froide qu'il ne l'aurait cru. Il faut qu'on parle. Et Avery se figea, le poing serré et suspendu au-dessus de la poêle. Elle se tourna lentement, le visage méfiant. Parler de quoi? Thomas s'approcha de la table, s'assit et désigna la chaise en face de lui. Assieds-toi, Avery. À contre-cœur, elle éteignit le feu, posa la spatule et s'assit, le regardant avec une légère irritation. Qu'est-ce qui se passe, Tom? Il la fixa droit dans les yeux et un instant, il eut envie de crier, de tout révéler, ses mensonges, ses pilules, ses rêves hollywoodiens. Mais il se retint. Il ne voulait pas d'une scène, ni de ses larmes, ni de ses manipulations, il voulait que ça s'arrête. Je veux divorcer, dit-il d'une voix de pierre. Avery pâlit, les yeux écarquillés. Quoi, sérieusement, s'exclama-t-elle haletante. C'est parce que tu as passé la nuit ailleurs, Tom, c'est ridicule. Ce n'est pas ridicule, dit-il sans détourner le regard. Je t'ai entendu hier, ta conversation avec Lorraine, tu as dit que tu ne voulais pas d'enfant. Que tu m'as épousé pour mes relations, pour l'argent, que j'étais ton sésame pour Hollywood. J'ai tout entendu, Avery. Son visage se figea, ses lèvres tremblèrent. Elle ouvrit la bouche, mais les mots lui manquèrent, puis son regard s'égara et elle se leva d'un bond. C'était Lorraine, lâcha-t-elle. Elle a menti, j'étais bouleversée, j'ai dit des bêtises. Tom, tu ne peux pas tout gâcher pour ça. Je ne gâche rien, dit-il en se levant. C'est toi qui l'as fait. Il voulait une famille, Avery. Il voulait des enfants, une maison, une vie avec elle. Elle voulait son nom et ses amis. Il ne serait plus son tremplin. Les larmes lui montèrent aux yeux, mais Thomas vit qu'elle tentait de se ressaisir, de trouver les mots pour retourner la situation à son avantage. Elle lui saisit la main, ses doigts étaient glacés. « Tom, s'il te plaît », sa voix se fit plus douce, presque suppliante. « Parlons-en, on peut arranger ça, je ne veux pas te perdre. » Il regarda sa main puis ses yeux. Un instant, il se souvint de l'amour qu'il lui portait, son rire, son énergie, ses promesses. Mais à présent, il ne voyait que des mensonges.
Tu m'as déjà perdu, dit-il en lâchant sa main. Je t'ai entendu, Avery, tu voulais ma vie, pas moi, je demande le divorce. Dan a préparé les papiers. Elle eut un hoquet de surprise et recula comme s'il l'avait frappée. Dan, tu as déjà consulté un avocat, balbutia-t-elle. Tu ne m'as même pas laissé le temps de m'expliquer. Je n'ai pas besoin de tes explications, dit-il en se dirigeant vers la porte. Je connais la vérité. Oh Tom, attends, cria-t-elle en le poursuivant. Tu ne peux pas partir comme ça fait 3 ans qu'on est ensemble, c'est notre maison, notre vie. Il s'arrêta à la porte, se retourna et la regarda. Son visage était ruisselant de larmes, mais il n'éprouvait aucune pitié, seulement de l'épuisement. C'était ta mise en scène, dit-il doucement, et je ne suis plus un spectateur. Il prit son sac qu'il avait laissé près de la porte et partit. Avery l'appela, mais il ne se retourna pas. La pluie recommença, fine et froide, mais Thomas ne s'en aperçut pas. Il s'installa dans la voiture, démarra et s'éloigna, laissant derrière lui la maison de Los Angeles. Le divorce fut rapide, comme Dan l'avait promis. En Oregon, sans enfant ni litige foncier, cela prend moins d'1 mois. Thomas ne se battit pas pour la maison, il la laissa à Avery, ainsi qu'une partie de leurs économies. Il ne voulait rien qui lui rappelle elle. Avery appelait presque tous les jours, laissant des messages vocaux en larmes, en colère. « Tom, tu fais une erreur, comment peux-tu être aussi cruel ? Je vais t'expliquer, donne-moi juste une chance. » Il ne répondait pas. Au bout d'une semaine d'appels, il a bloqué son numéro. Thomas loua un appartement dans le quartier de Pearl minimaliste, avec des murs blancs et de grandes fenêtres donnant sur la rivière Willamette. Le mobilier était spartiate, un lit, un canapé, une table, 2 cartons d'affaires. Il n'avait emporté que des vêtements, son ordinateur portable et quelques livres, ni photos, ni souvenirs. Il voulait repartir de zéro. La première nuit, il la passa à déballer ses cartons. L'odeur du carton se mêlait à l'humidité de la rivière qui s'infiltrait par la fenêtre ouverte. Il alluma la radio, mais la musique l'agaçait, alors il l'éteignit. Le silence était préférable. Thomas s'assit sur le canapé, le regard perdu dans la rivière où se reflétaient les lumières de la ville. Ses doigts effleurèrent sa main gauche, là où la veille brillait une alliance. Le vide à son doigt lui parut étrange et pourtant juste. Il songea à la rapidité avec laquelle tout avait basculé. La veille, il était marié, il faisait des projets, il croyait en sa famille. Maintenant, il était seul, dans un appartement vide, face à un avenir incertain qui l'effrayait. Il sentit ses yeux piquer et pour la première fois de la journée, il se laissa aller à pleurer. Ses larmes étaient discrètes, presque imperceptibles, mais elles l'ont soulagé. Il s'essuya le visage d'un revers de manche, prit une profonde inspiration et murmura « Je vais m'en sortir ». Thomas Crawford se réveilla dans son nouvel appartement du quartier Pearl à Portland, au son de son réveil. Il était 6 heures du matin, la lumière grise de l'aube automnale filtrait à travers les grandes fenêtres donnant sur la rivière Willamette. Le lit était dur, encore sale, et la pièce sentait la peinture et le carton des cartons non ouverts. Il se frotta les yeux, la tête lourde après une nouvelle nuit de sommeil agité. 1 mois s'était écoulé depuis son départ d'Avery, et chaque jour était une course sans fin, travail, maison, solitude. Thomas se leva, prépara un café dans une petite cafetière et le but debout près de la fenêtre. La rivière coulait paisiblement, reflétant le ciel gris et les lumières du pont Rawson. Il s'habilla chemise bleu foncé, Jean, bottes et se rendit au bureau, traversant les rues détrempées de Portland où les feuilles d'érable collaient à l'asphalte. L'odeur du café d'en face à l'enseigne Bean & Brew embaumait l'air, mêlé à l'humidité ambiante. Au 3e étage, dans un bureau aux baies vitrées panoramiques, Thomas se plongea dans le projet de centre culturel. Son bureau était recouvert de plans, l'écran de l'ordinateur affichait une maquette 3D du bâtiment, façade de verre, espace ouvert, scène de concert. C'était sa chance de se faire un nom comme architecte, et il s'accrochait à ce projet comme à une bouée de sauvetage. Il arrivait le premier, partait le dernier, vérifiant chaque recoin, chaque ligne. Le travail étouffait ses pensées pour Avery, sa voix, ses mots, « C'est lui qui me donne ma chance à Hollywood. » Dis Tom, tu n'es pas encore en train de te noyer dans tes dessins. Demanda Sam Clark, son collègue, jetant un coup d'œil dans le bureau, une tasse de café à la main. Sam avait une 40aine d'années, c'était un père de famille sympathique, avec 2 enfants, un léger début de calvitie et l'habitude de porter des chemises à carreaux. « Sérieusement mec, tu vis ici ou quoi ?» Thomas se détacha de son écran, forçant un sourire. « Je veux juste en finir, dit-il en sirotant sa boisson. La date limite approche. La date limite est dans 3 mois, rétorqua Sam en haussant un sourcil. Tu en as déjà fait plus que nécessaire, on va boire une bière aujourd'hui. Ropworks a reçu une nouvelle IPA. Thomas secoua la tête, les yeux rivés sur l'écran. Non Sam merci, j'ai beaucoup à faire, peut-être une autre fois. Sam soupira appuyé contre l'encadrement de la porte.
Écoute Tom, je ne veux pas me mêler de tes affaires, mais enfin tu sembles avoir baissé les bras. Depuis que toi et Avery, Thomas se raidit, ses doigts se crispant sur la souris. Il ne parlait pas du divorce au bureau, ils venaient de se séparer, mais Sam était perspicace et ses paroles firent mouche. Je vais bien, dit Thomas d'une voix calme et tendue, j'ai juste besoin de me concentrer sur le travail, tout est normal. Normal, Sam haussa un sourcil, très bien, je ne te forcerai pas, mais l'offre tient toujours, si tu changes d'avis, fais-le-moi savoir. Merci, dit Thomas en retournant à ses plans. Sam resta un instant de plus avant de partir, laissant Thomas seul. Il fixait l'écran, mais les lignes de code et les plans du bâtiment se brouillaient. Sam avait raison, il s'était replié sur lui-même. Il évitait ses amis, déclinait les invitations à dîner, ne répondait plus aux appels de ses anciens amis. Même Dan, qui l'avait aidé pendant le divorce, l'appela pour un match de football, mais Thomas refusa. C'était plus simple ainsi. Chez lui, il passait ses soirées à lire, à relire Fahrenheit 451, ou à regarder de vieux films comme Casablanca sur sa petite télévision. Mais même cela ne comblait pas le vide. Pendant ce temps, Avery, restée dans leur maison de Lawlhurst, essayait d'aller de l'avant. Elle se présentait à des auditions dans les théâtres et les studios locaux, mais sans le nom de Thomas, son CV passa inaperçu. Ses contacts, producteurs, agents, à qui il l'avait autrefois présenté lors de soirées, ne répondaient plus à ses appels. Elle a enregistré une vidéo pour un casting télévisé, mais a reçu un refus 2 jours plus tard. Avery a commencé à fréquenter les soirées du centre-ville de Portland, des bars comme le Doug Fir Lounge, où se retrouvaient les cinéastes locaux. Elle portait ses plus belles robes, flirtait avec les producteurs, riait plus fort que nécessaire, mais ses espoirs étaient déçus. Un homme, se prétendant agent, lui a promis un rendez-vous avec un réalisateur, mais a disparu après le dîner sans répondre à ses messages. Un soir, sa sœur Lorraine a appelé. Avery était assise dans le salon, faisant défiler son fil Instagram où ses photos de soirée récoltaient des dizaines de j'aime, mais sans résultat concret. Elle a répondu à contre-cœur. « Salut, comment vas-tu » a demandé Lorraine d'une voix prudente mais chaleureuse. « Ça fait longtemps. » Bien, a grogné Avery en se versant un verre de vin. Occupée avec les auditions, les soirées et tout ça. Des auditions et les résultats, ça avance, a menti Avery, sa voix devenant plus sèche. Je sens qu'un rôle se profile à l'horizon. Lorraine resta silencieux un instant avant de dire « Ellie, je m'inquiète pour toi. Depuis ce qui est arrivé à Thomas, peut-être devrais-tu t'arrêter et y réfléchir, pense à ce que tu te fais. » Avery serra le verre, ses ongles blanchirent. « Arrête, cria-t-elle presque. Lorraine, tu es sérieuse, c'est ma vie, mon rêve. Je ne vais pas rester enfermée dans cette maison à me morfondre comme tu le souhaites. » Je ne veux pas que tu te morfondes, dit Lorraine d'une voix dure. Je veux que tu sois honnête avec toi-même, avec Thomas. Tu l'as blessé, Avery, et maintenant tu te blesses toi-même. Oh, ne commence pas, rétorqua Avery. Tu as toujours été si moralisatrice, n'est-ce pas? Je ne t'ai pas demandé tes leçons de morale. Si tu veux m'aider, trouve-moi un agent, au lieu de me faire la morale. Avery, j'essaie, commença Lorraine, mais Avery raccrocha. Elle jeta le téléphone sur le canapé, termina son verre de vin et alluma la télévision où passait un épisode culte de Friinde, mais son regard était vide. Elle ne voulait pas penser à Lorraine, à Thomas, ni à ses échecs. Elle voulait croire que la prochaine audition, la prochaine soirée, le prochain homme lui ouvrirait les portes de Hollywood. Mais au fond d'elle, elle savait que cette porte était fermée. Pendant ce temps, Thomas restait tard au bureau jusqu'à 9 heures. Le bureau était vide, à l'exception d'une femme de ménage qui faisait teinter son seau dans le couloir. Assis à son bureau, il était penché sur un croquis, le plan de la place devant le centre culturel. Son crayon semblait bouger tout seul, ajoutant des détails, des bancs, des arbres, des balançoires. Il s'arrêta, net en réalisant qu'il avait dessiné une aire de jeu pour enfants, celle qu'il avait imaginée pour ses propres enfants, qui ne connaîtraient jamais Avery. Sa gorge se serra. Mince, murmura-t-il en froissant le papier et en le jetant à la poubelle. Il éteignit la lampe et se leva. La lumière des lampadaires filtrait à travers les baies vitrées, illuminant les rues humides de Portland. Thomas contempla la ville, le café d'en face à son enseigne lumineuse, et se sentit envahi par la solitude. Thomas Crow ajusta sa cravate, debout devant l'entrée de la salle de banquet au centre de Portland. L'événement caritatif organisé par son cabinet d'architecte battait son plein. Une musique jazz emplissait la salle chaleureuse, le parfum de pain des décorations de Noël se mêlant aux arômes du vin et des amuse-gueules. La lumière des lustres se reflétait dans les hautes fenêtres, dévoilant les rues humides d'automne de Portland. Thomas, vêtu d'un costume gris foncé, se sentait un peu à l'écart. Il n'était venu que parce que Sam, son collègue, avait insisté « Tom, arrête de te cacher au bureau. Montre-toi, serre des mains, et en plus, le vin est offert. »
Thomas prit un verre de vin blanc sur le plateau du serveur et s'adossa au mur, observant l'assemblée. Des hommes en veste discutaient affaires, des femmes en robe de cocktail riaient en faisant teinter leurs bracelets. Son cabinet collectait des fonds pour un refuge local pour sans-abri, et la salle était remplie de visages familiers, clients associés, plusieurs élus municipaux. Thomas hochait la tête lorsqu'on le saluait, mais ne s'attardait pas à la conversation. 2 mois s'étaient écoulés depuis son divorce, et il évitait toujours les mondanités inutiles, préférant le travail et la solitude. Thomas Crow, en personne, s'exclama Sam en lui tapotant l'épaule, une bière à la main. Sa chemise à carreaux détonnait parmi les costumes, mais Sam n'y prêta pas attention. « Je croyais que tu allais partir dans 5 minutes. »« Il n'est pas trop tard, » grogna Thomas, mais un sourire se dessina sur ses lèvres. « Non mon pote, tu restes, » dit Sam en balayant la salle du regard. « Le maire est là-bas. Parle-lui de ton centre. Au fait, j'ai amené quelqu'un qui pourrait t'intéresser. Elle s'appelle Claire Hay. Elle est la maîtresse de mes garçons, une fille formidable sans défaut. » Thomas détourna le regard. « Sam, je n'ai pas envie de faire les présentations. Ce n'est pas un rendez-vous, juste une petite discussion, » fit Sam en lui faisant un clin d'œil. « Elle est au bar, elle porte une robe bleue. » Ils se frayèrent un chemin à travers la foule jusqu'au bar où se tenait une femme d'une trentaine d'années, le sourire aux lèvres et les cheveux clairs négligemment relevés en chignon. Sa robe bleue, simple mais élégante, était assortie à un verre d'eau et non de vin. Elle se retourna quand Sam l'appela. « Claire, voici Thomas, mon collègue architecte, » dit Sam d'un ton rayonnant. « Tom, voici Claire et la meilleure prof d'anglais de Portland. »« Salut, » répondit Claire en lui tendant la main, ses yeux gris-bleus fixant Thomas droit dans les yeux. « Sam m'a dit que tu construisais quelque chose d'impressionnant. Un centre ?» Thomas lui serra la main, un peu gêné. « Oui, un centre culturel, encore en construction. »« Et tu enseignes la littérature ?» Elle hocha la tête en souriant. « Au lycée Shakespeare Hemingway, ce genre de choses. J'essaie de convaincre les ados que les livres, c'est plus cool que TikTok. »« Ça doit être pas facile, » dit Thomas en souriant. « Oh, tu n'imagines même pas, » rit Claire. Son rire était léger et sincère, contrairement aux exagérations auxquelles Avery était habitué. Sam lui donna une tape dans le dos. « Bon, je te laisse. »« Je dois aller voir le maire, » dit Sam en partant avec un clin d'œil à Thomas. « Ne me rate pas. » Claire le regarda, puis Thomas. « Il est toujours comme ça, » demanda-t-elle en haussant un sourcil. « Pire encore, » répondit Thomas en sirotant son vin. « Mais c'est un type bien. Il aime juste semer la zizanie. »« Je l'avais remarqué, » approuva Claire avec un sourire. « Il m'a invité, il m'a dit que ce serait sympa. »« Je ne vois qu'une bande de gens en costume qui se vantent les uns des autres. » Thomas rit doucement en balayant la pièce du regard. « Je l'avais remarqué aussi. Je suis là uniquement pour la compagnie et le vin gratuit. Franchement, » dit Claire en levant son verre d'eau. « Je conduis, alors je ne peux pas boire plus d'eau que ça. Mais j'espérais qu'on aurait des conversations normales, pas sur le travail ou la pluie et le beau temps. »« Pas sur le travail, » dit Thomas en se détendant. « Qu'est-ce que tu lis ?»« À part Shakespeare pour l'école. » Claire s'illumina, ses yeux pétillèrent. « Oh, je viens de finir Gatsby le Magnifique, pour la 100e fois même sans compter. Ce livre c'est comme un miroir, tu sais. » Thomas hocha la tête, son intérêt s'étant éveillé. Il avait lu Fitzgerald à l'université, mais ne l'avait pas relu depuis. « Gatsby ?» demanda-t-il de nouveau. « L'homme qui a tout fait pour une femme, oui, » répondit-il en le regardant avec un sourire en coin. « Tu me fais penser à cet architecte fortuné, un peu mystérieux, mais heureusement sans tragédie. » Thomas resta immobile, puis rit franchement pour la première fois depuis des mois. Son rire était inattendu, et il fut surpris de la facilité avec laquelle il lui était venu. « Pas de tragédie, je te le promets, » dit-il en hochant la tête. « Même si le mystère vient peut-être simplement du fait que je n'aime pas ce genre de choses. » Claire se pencha un peu plus près. « Je comprends, moi non plus. Mais Sam m'a dit que ce serait intéressant, et j'ai décidé de prendre le risque. Je ne le regrette pas encore. » Thomas la regarda, sentant la tension dans sa poitrine se relâcher légèrement. Claire était différente, pas comme Avery avec son éclat et son ambition. Elle était calme, ouverte, et ses paroles étaient dénuées de sous-entendus. Ils continuèrent à parler de livres, de films, de la vie. Claire raconta comment l'un de ses étudiants avait écrit une dissertation comparant Gatsby le Magnifique à un rappeur, et Thomas rit de nouveau en imaginant la scène. À son tour, il lui raconta son premier projet, la bibliothèque universitaire qui avait failli s'effondrer à cause d'erreurs de calcul. Sérieusement, Claire écarquilla les yeux. « Et ils ne t'ont pas viré, par miracle ?» répondit Thomas en souriant. « Mais j'ai appris à tout vérifier 3 fois. » Elle hocha la tête, son sourire était chaleureux. « C'est bien. Tout le monde ne sait pas tirer des leçons de ses erreurs. Mes étudiants, par exemple, pensent que tout va s'écrouler tout seul. » Il parlait sans se rendre compte que le temps filait.
Le jazz laissa place à une mélodie plus lente, les gens dansèrent ou se regroupèrent autour d'eux. Thomas réalisa qu'il ne voulait pas que la conversation s'arrête. Claire ne l'interrogea pas sur son passé, ne chercha pas à percer ses secrets, mais sa sincérité lui fit se sentir normal. Pour la première fois depuis 2 mois, il ne pensait pas à Avery à chaque instant. « Écoute, » dit Claire en regardant sa montre, « je devrais probablement y aller. Demain j'ai cours, et mes élèves de seconde ne me pardonneront pas si je suis en retard. » Déjà, Thomas fut surpris de la rapidité avec laquelle la soirée était passée. « Eh bien oui, je comprends, l'école c'est pas une partie de plaisir. » D'accord, dit-il avec un sourire, je t'appellerai peut-être. Rappelle-moi si tu veux un café, sans costume ni gala de charité, répondit-elle en le regardant droit dans les yeux. Thomas prit la serviette et sentit sa chaleur sur sa main, ni passion, ni amour, mais quelque chose de simple, de vivant. Peut-être, dit-il. Claire prit son sac et se dirigea vers la sortie, se retournant une dernière fois. Bonne nuit, Thomas. Bonne nuit, Claire, répondit-il en la regardant partir. Il resta au bar, la serviette avec son numéro à la main. La salle était encore bruyante, la musique résonnait, mais pour Thomas, tout s'était apaisé. Il regarda les chiffres soigneusement inscrits et glissa la serviette dans sa poche. Pour la première fois depuis longtemps, il eut le sentiment que demain ne serait peut-être pas aussi vide qu'aujourd'hui. Thomas Creux se gara devant le café Bean & Brew, rue Rawson à Portland. C'était un samedi, fin octobre, et les feuilles d'automne recouvraient le trottoir d'un tapis jaune-rouge. L'odeur de l'herbe humide et du café fraîchement moulu embaumait l'air tandis qu'il s'approchait de l'entrée. La veille, il avait envoyé un message à Claire Hay, l'enseignante de l'événement caritatif, pour lui proposer de se retrouver autour d'un café. Sa réponse super, on se retrouve à Rawson dans 10 minutes, était si désinvolte que Thomas se sentit un peu moins gêné. 3 mois s'étaient écoulés depuis son divorce, et il n'était toujours pas habitué à l'idée de simplement bavarder avec quelqu'un sans pression. À l'intérieur du café, il faisait chaud et les effluves de cannelle et de viennoiserie flottaient dans l'air. Claire était assise près de la fenêtre, vêtue d'un jonc et d'un pull vert, les cheveux clairs lâchés, un grand latte devant elle. Elle lui fit un signe de la main, sourit, et Thomas ne put s'empêcher de lui rendre son sourire. « Bonjour, » dit-il en enlevant son manteau et en s'asseyant en face d'elle. « Je ne vous ai pas fait attendre, non, je suis juste arrivée tôt, » répondit Claire en se penchant sur le menu. « J'adore cet endroit, leurs croissants sont exceptionnels. Avez-vous déjà commandé ? » Pas encore, répondit Thomas en consultant le menu. Que me conseillez-vous ? Un latte et un croissant aux amandes, répondit-elle en prenant une gorgée. Mais je suis partiale, je vis pratiquement ici. Thomas sourit et appela la serveuse pour commander la même chose que Claire. Pendant qu'ils attendaient, elle commença à lui raconter sa semaine. J'ai un élève dans ma classe qui s'appelle Jacob, et il a écrit une dissertation sur son chien, dit Claire, les yeux brillants. Il l'a intitulée « Pourquoi Buddy est le meilleur philosophe ». Sérieusement, il a comparé le chien à Socrate parce qu'il a toujours l'air de savoir quelque chose d'important. Je ris en la lisant. C'est génial, dit Thomas en souriant. Il devrait être écrivain. Je lui ai dit la même chose, acquiesça Claire, mais il veut être skateur. Il dit que la philosophie, c'est pour les chiens, mais lui, il adore les figures. La serveuse apporta le café, et Claire, en voulant prendre du sucre, renversa accidentellement sa tasse. Le café se répandit sur la table, et elle soupira en attrapant des serviettes. « Oh, typique de moi » rit-elle en essuyant le liquide renversé. « À chaque fois que j'essaie de faire comme si de rien n'était, il y a toujours quelque chose qui se renverse. C'est du talent » la taquina Thomas en l'aidant avec les serviettes. « Tu devrais peut-être aller au cirque. » Exactement, je jonglerai avec des tasses, répondit-elle en levant les yeux au ciel. Et ta semaine ? Tu continues à construire ton centre. Thomas prit une gorgée de son café, se sentant apaisé par sa légèreté. Oui, dit-il. Cette semaine, on s'est disputé avec le client à propos du budget. Ils veulent plus de verre, mais ils ne veulent pas payer. Il faut être diplomate. Oh, Claire haussa un sourcil. Je leur dirai simplement de payer ou pas de verre. Je ne suis pas diplomate, je suis prof, on donne des C, c'est tout. Bonne approche, sourit Thomas. Peut-être que je vais essayer aussi. Ils finirent leur café et Claire proposa d'aller se promener au parc Lawlhurst, situé à quelques rues de là. Thomas accepta et ils sortirent. L'air était frais et les rires des enfants parvenaient au loin. Le parc était plein de vie, des familles promenaient leurs chiens, des adolescents faisaient du vélo et les feuilles bruissaient sous leurs pas. Claire fourra ses mains dans les poches de son manteau, les joues rouges de froid. « J'adore l'automne », dit-elle en donnant un coup de pied dans un tas de feuilles. C'est si coloré, mais vous savez ce qui arrive bientôt, l'hiver, c'est comme si la nature donnait son dernier spectacle. Oui, acquiesça Thomas en regardant les arbres.
On venait souvent se promener ici le week-end, je ne voulais pas parler d'elle. Claire n'insista pas et désigna plutôt un étang où des canards nageaient en rond. Regarde, il y a ce canard, dit-elle. Il me fait penser à mon élève qui est toujours en retard. Thomas rit, sentant la tension se dissiper. Ils continuèrent leur chemin sur le sentier, et il se mit soudain à parler. Tu sais, quand j'étais à la fac, j'ai conçu une bibliothèque, dit-il, mon premier grand projet. J'étais persuadé que c'était un chef-d'œuvre, mais je me suis rendu compte que j'avais oublié les gouttières, et le toit fuyait dès la première présentation. Ah bon, Claire écarquilla les yeux, retenant un rire. Et qu'est-ce que tu as fait? Il rougit, comme une tomate, et répondit que c'était un système de refroidissement innovant, ce qui les fit rire tous les deux. Tu aurais dû faire du marketing, dit Claire en essuyant ses larmes de rire. Ils s'assirent sur un banc au bord de l'étang, et la conversation se déroula naturellement. Claire parla de son premier emploi, professeur d'anglais dans une petite école où la moitié des élèves dormaient en classe. Thomas raconta comment il s'était retrouvé coincé dans un ascenseur avec un client qui détestait son projet. Ils plaisantèrent, débattirent du meilleur film Diamant sur canapé ou French Connection, et Thomas se surprit à sourire plus qu'il ne l'avait fait depuis des mois. Écoute, dit Claire en regardant sa montre, je dois rentrer et me préparer pour le cours. Mais c'était sympa, on recommence une autre fois. Oui, dit Thomas, retrouvant une légèreté qu'il n'avait pas ressentie depuis longtemps, j'en suis. Ils commencèrent à se voir régulièrement, un café le samedi, des promenades dans le parc, parfois un dîner à la pizzeria de Belmont Street. Thomas insistait sur le fait que leur relation n'était qu'une amitié, et Claire ne cherchait pas à en savoir plus sur son passé. Sa gentillesse et son humour étaient comme une brise rafraîchissante, et il commença à apprécier ces rencontres comme une boisson désaltérante après une longue journée. Un jour, autour d'un café, Claire dit « La semaine prochaine, il y a une pièce de théâtre à l'école. Mes enfants montent Roméo et Juliette. Tu veux venir ?» Roméo oublie parfois son texte. Thomas hésita, mais son sourire était si communicatif qu'il acquiesça. D'accord, ça a l'air sympa, dit-il. Quand vendredi à 19h, répondit-elle avec un sourire malicieux. Je t'enverrai l'adresse de l'école, mais ne ris pas si les décors s'écroulent. Promis, dit-il en levant les mains. Vendredi, Thomas se rendit en voiture au lycée du quartier de Séloin, où une banderole déchirée indiquait Roméo et Juliette 19h. La salle était pleine de parents, d'élèves et de professeurs, et l'odeur du pop-corn et de la laque flottait dans l'air. Thomas s'assit au 5e rang, se sentant un peu à l'écart, mais Claire lui fit un signe de la main derrière les rideaux, et il se détendit. La pièce était chaotique mais charmante. Roméo, un garçon longiligne en basket, butait sur ses monologues, Juliette haletait théâtralement, et le décor, un balcon en carton, vacillait de façon inquiétante. Mais les enfants jouaient avec passion, et le public éclatait fréquemment de rires et d'applaudissements. Thomas se surprit à sourire devant leur enthousiasme. Il se souvenait des prestations d'Avery sur scène, mais ses performances étaient toujours centrées sur elle-même plutôt que sur l'histoire. Ici, c'était différent, sincère, imparfait, vivant. Lorsque le rideau tomba, ou plus exactement, lorsque 2 garçons le tirèrent, le public se leva et applaudit. Claire monta sur scène en jean et t-shirt noir et serra ses élèves dans ses bras avec fierté. Elle descendit dans la salle et s'approcha de Thomas, le visage rayonnant. « Alors, comment c'était ?» demanda-t-elle en lissant ses cheveux. « On n'est pas à Broadway, mais on a essayé. »« Génial !» s'exclama Thomas en lui tapotant l'épaule. « Roméo est une star. Et le balcon a failli ne pas s'effondrer ?»« Ah, c'est déjà une réussite, » rit Claire. Elle regarda la scène où ses élèves s'embrassaient et prenaient des photos. « Ils sont bons, n'est-ce pas ?» Thomas hocha la tête en direction de Claire. Sa joie pour les enfants et son sourire simple et sincère le touchèrent profondément. Pour la première fois depuis longtemps, il se sentit moins seul, comme faisant partie d'un monde vivant. « Oui » murmura-t-il, et leurs regards se croisèrent une seconde de trop. Thomas Crowe était assis à une table de la pizzeria Sizzlepea, rue Belmont à Portland, observant Claire et qui tentait de croquer dans une pizza aux anchois sans en faire tomber la garniture. La pièce chaleureuse était baignée d'une lumière tamisée, embaumait la sauce tomate et le fromage, et une vieille musique rock du Nirvana, parfaite pour une soirée d'automne, résonnait. C'était un vendredi de novembre, et leur rencontre avec Claire, café, promenade, et maintenant dîner étaient devenues une habitude. Ils appelaient toujours cela de l'amitié, mais Thomas sentait que sa présence comblait le vide laissé par son divorce avec Avery. « Qui commande des anchois ?» demanda Thomas en coupant une part de sa pizza au pepperoni. « C'est ce qu'on appelle le goût, Tom, » répondit Claire avec une lueur dans ses yeux gris-bleus. « Tout le monde n'aime pas le pepperoni nature. »« Nature ?» demanda-t-il en haussant un sourcil feignant l'offense.
c'est un classique, tu ne comprends tout simplement pas le génie de la simplicité. Ah d'accord, rit Claire en prenant une gorgée, tu es architecte et tu construis des palais de verre. Où est la simplicité là-dedans? Thomas rit doucement en se laissant aller dans son fauteuil. Il adorait ces petites disputes légères sans sous-entendu, avec Claire tout semblait si naturel. Elle ne lui demandait pas d'être quelqu'un d'autre, n'attendait ni grand discours ni grand geste. Ces dernières semaines, il lui avait parlé de son travail, de la façon dont il avait failli rater un projet à la fac, et même de son habitude de regarder de vieux films quand il n'arrivait pas à dormir. Mais il était resté muet sur le divorce, et elle n'avait pas insisté pour avoir des détails, même s'il savait que Sam, leur ami commun, lui en avait sans doute parlé. Un message d'un numéro inconnu. Il fronça les sourcils, l'ouvrit et sentit son estomac se nouer. C'était Avery. Il avait bloqué son ancien numéro il y a un mois, mais il semblait qu'elle avait trouvé un autre moyen de le joindre. Le message était long et il parcourut les premières lignes. « Tom, je sais que tu ne veux pas parler, mais je dois te dire ça. Je suis vraiment désolée, tout va bien ?» demanda Claire, remarquant sa tension. Thomas posa l'écran de son téléphone contre la table, forçant un sourire. « Juste des spams » mentit-il, mais sa voix était tendue. Claire le regarda mais n'insista pas. Au lieu de cela, elle prit une autre bouchée de pizza et dit « Tu sais, un de mes élèves a déclaré qu'Hamlet parlait d'un adolescent vengeur et dépressif d'aujourd'hui. J'en suis restée bouche bée. » Thomas rit doucement, soulagé du changement de sujet. « Eh bien, il n'avait pas tout à fait tort, dit-il. Hamlet porterait sans aucun doute un col roulé noir s'il vivait à notre époque. » Bien sûr, c'est vrai, rit Claire, et il écouterait Billie Eilish et twitterait sur l'injustice du monde. Ils continuèrent à bavarder, mais le téléphone de Thomas posé sur la table était comme une mine. Il essaya de ne pas penser au message, mais les mots d'Avery le taraudaient déjà. Après le dîner, lorsque la serveuse débarrassa les assiettes et que Claire commanda un café, Thomas ne put plus se retenir. « Écoute, dit-il en baissant les yeux sur ses mains jointes sur la table. Ce n'était pas un spam, le message venait de mon ex-femme. Claire hocha la tête, le visage impassible. « Tu veux en parler ?» demanda-t-elle en remuant son café. « Je ne te jugerai pas, mais si tu as besoin d'en parler, je suis là. » Thomas prit une profonde inspiration. Il n'avait parlé d'Avery à personne d'autre qu'à Dan, et même avec lui, ce n'était que par bribes. Mais Claire le regarda sans jugement, et il ressentit soudain le besoin de se confier à elle. Elle a écrit qu'elle était désolée, commença-t-il d'une voix douce, qu'elle ne voulait pas que ça se termine ainsi, mais ensuite elle a écrit que j'étais passée à autre chose trop vite. Que je ne lui avais même pas laissé le temps de s'expliquer. Claire resta silencieuse, sa cuillère toujours dans sa tasse. Thomas poursuivit, le regard fixé sur la table. Elle a appris par des amis communs que je fréquente quelqu'un, peut-être à propos de toi. Maintenant, elle, je ne sais pas si elle est en colère ou jalouse, mais ces mots, ils sont comme un couteau. Je croyais avoir tourné la page, mais ça fait encore mal. Il se tut, sentant une vieille blessure se rouvrir. Avery s'avoua, ses promesses, tout remonta à la surface, comme si le divorce avait eu lieu hier, et non il y a 3 mois. Il se souvenait de ses larmes quand il avait annoncé le divorce, de ses tentatives pour l'en empêcher. Et maintenant ce message rempli d'excuses et d'accusations, « Tu as tourné la page si vite, comment as-tu pu ?» Claire posa sa cuillère et le regarda. « Tom, je peux te dire quelque chose ?» demanda-t-elle d'une voix douce mais ferme. « Oui, acquiesça-t-il en la regardant droit dans les yeux, « tu n'es pas obligé de lui pardonner, dit-elle. Quoi qu'elle fasse, c'est son choix, et sa douleur, c'est aussi la sienne, mais tu dois aller de l'avant, pas pour lui prouver quoi que ce soit, mais pour toi-même. Tu mérites d'être heureux, n'est-ce pas ?» Thomas la regarda. Ses paroles étaient simples, mais elles avaient fait mouche. Il se sentait coupable d'aller de l'avant, d'avoir ri avec Claire, de ne pas avoir répondu à Avery. Mais Claire ne le voyait pas comme un ex-mari, ni comme une victime, mais comme une personne qui avait droit à une nouvelle vie. « Merci, dit-il d'une voix rauque. Je n'ai pas l'habitude d'être compris. »« Eh bien, je suis enseignante, sourit Claire, les yeux brillants. Comprendre les gens, c'est mon métier. Et puis, tu n'es pas si compliqué, Crow. » Thomas laissa échapper un petit rire, et la tension dans sa poitrine se relâcha légèrement. « Pas compliqué ?» demanda-t-il. « C'est un compliment ou une insulte ?» « Un compliment, répondit-elle en lui faisant un clin d'œil, mais ne prends pas la grosse tête, sinon tu vas te mettre à construire des châteaux au lieu de fondations. » Il hocha la tête en souriant, la serveuse apporta l'addition, et Thomas insista pour payer. « À mon tour, dit-il, tu as payé le café la dernière fois. »« Très bien, mais alors je choisis le prochain film, dit-elle en enfilant son manteau, et plus de tes vieux films en noir et blanc, quelque chose avec de l'action. » D'accord, répondit-il, sentant sa légèreté le ramener à l'instant présent. Ils sortirent de la pizzeria, l'air était froid mais vif avec une odeur d'asphalte humide.
Claire s'arrêta près de sa petite voiture bleue et se tourna vers lui. « Bonne nuit, Tom, dit-elle avec un sourire chaleureux, et ne relis pas ce message, d'accord, ça n'en vaut pas la peine. Je ne le relirai pas, promit-il, même s'il savait qu'il pourrait quand même le faire. Bonne nuit, Claire. Elle monta dans la voiture, lui fit un signe de la main et démarra. Thomas resta sur le trottoir regardant ses phares disparaître au coin de la rue. Il sortit son téléphone, jeta un coup d'œil au message d'Avery mais ne l'ouvrit pas. Il le mit dans sa poche et regagna sa voiture. Ce soir-là, assis dans son appartement, Thomas repensa à Claire, ses mots, son rire, sa sérénité rassurante. Elle n'essayait pas de le réparer ni de le sauver, mais être avec elle lui donnait le sentiment d'être vivant. Pour la première fois depuis longtemps, il envisagea l'avenir non pas avec appréhension, mais avec un espoir prudent. Il se souvint de son rire à sa blague sur les serrures et sourit intérieurement. « Peut-être que je peux recommencer » murmura-t-il en regardant par la fenêtre sombre où se reflétaient les lumières de la rivière Willamette. Thomas Crowe gara sa voiture sur un parking près de l'entrée des gorges du Columbia, à 1 heure de route de Portland. C'était au samedi matin, début décembre, et l'air frais embaumait le pin et la terre humide. Le ciel était dégagé, chose rare en automne dans l'Oregon, et la lumière du soleil perçait à travers les pins, projetant de longues ombres sur le gravier. Claire est debout au bord du sentier, nouait les lacets de ses vieilles chaussures de randonnée. Ses cheveux blonds étaient tressés et un sac à dos contenant un thermos de thé pendait à ses épaules. Elle avait insisté pour cette randonnée, disant que Thomas avait besoin de prendre l'air, prêt à conquérir les montagnes. Demanda Claire en se redressant et en ajustant les bretelles de son sac à dos. Sa veste verte était légèrement délavée, mais lui allait parfaitement. Thomas, vêtu d'un coupe-vent noir et un appareil photo autour du cou, referma le coffre et sourit. « Les montagnes » demanda-t-il. « Je croyais qu'on allait juste marcher jusqu'à la cascade. » « Les chutes Multnomah ne sont pas qu'une simple cascade, » dit Claire en plissant les yeux. « C'est digne d'une légende. En plus, j'ai apporté du thé à l'amande, alors tu es obligé d'y aller. » « D'accord, tu as gagné, » dit-il en levant les mains. « Montre-nous le chemin, super guide. » Claire rit et s'engagea sur le sentier, faisant crisser les graviers sous ses pas. Thomas la suivit, respirant l'air frais. Le chemin vers les chutes Multnomah était pittoresque mais facile. Des pins et des sapins bordaient le sentier, des rochers couverts de mousse, et au loin, le bruit de l'eau se faisait plus fort. Ils marchèrent en silence pendant 10 minutes, savourant le calme seulement troublé par le chant des oiseaux et le bruissement des feuilles sous leurs pas. « Regarde, » dit Claire en montrant un écureuil qui transportait une noisette sur le sentier. « Elle se dépêche visiblement pour une réunion importante. Ou alors elle cache des impôts, » répondit Thomas, et ils rirent tous les deux. Claire s'arrêta pour ajuster son sac à dos et le regarda. « Tu as déjà fait de la randonnée ?» demanda-t-elle. « Ou tu es juste architecte ?»« J'y suis allée, avec des amis à Yosemite, à la fac, » dit Thomas en changeant la bandoulière de son appareil photo d'épaule. « Mais honnêtement, je passe plus de temps dans les parcs de la ville. » Elle semblait bien connaître l'endroit, ajouta Claire, ayant grandi en banlieue et passant souvent ses journées à lire sous les arbres dans les bois derrière chez elle. Plus tard, elle s'était mise à faire des randonnées pour s'évader. C'était comme un nouveau départ. Thomas hocha la tête en la regardant s'éloigner. Il admirait sa simplicité, elle ne cherchait pas à impressionner, ne jouait pas de rôle. Après Avery, dont la vie était une longue mise en scène, c'était comme une bouffée d'air frais. Ils arrivèrent au belvédère des chutes Multnomah, une cascade impressionnante de près de 200 mètres dévalant une falaise et fracassant les rochers en contrebas. Le bruit de l'eau couvrait tout le reste, des gouttelettes leur tombaient sur le visage et la lumière du soleil dessinait un arc-en-ciel dans la brume. Claire posa son sac à dos et s'assit sur un banc en bois. Thomas se plaça à côté d'elle et sortit son appareil photo. « Voilà la vue, » dit-il en prenant une photo, « ça valait le coup de faire la randonnée. » « Je te l'avais dit, » sourit Claire en ouvrant le thermos et en versant du thé à la main dans 2 tasses en métal. « Tiens » Thomas prit une gorgée, leurs doigts se frôlèrent un instant et il ressentit une douce chaleur. Le thé était chaud avec un arôme mentholé prononcé, et il avala en contemplant la cascade. « Impressionnant, » dit-il, « tu emportes toujours un thermos en randonnée. » Claire acquiesça. « Oui, c'est une tradition, mon père emportait du café et moi, j'ai choisi le thé, » expliqua-t-elle. Thomas rit doucement en secouant la tête. « Ma famille préfère les barbecues dans le jardin, la randonnée ce n'est pas vraiment leur truc. » Ils restèrent silencieux, absorbés par la cascade. Le bruit de l'eau était apaisant et Thomas sentit la tension se relâcher dans ses épaules. Claire sirota son thé, les yeux rivés sur l'arc-en-ciel dans la brume. « Tu sais de quoi je rêve ?» demanda-t-elle soudain sans quitter l'eau des yeux. « D'Islande. Ces cascades, ces paysages, j'ai vu des photos, et c'est comme un autre monde. Je veux le voir de mes propres yeux,
L'Islande, demanda Thomas en la regardant. Génial. Pourquoi là précisément? Je ne sais pas, répondit Claire en haussant les épaules. C'est juste un endroit où l'on se sent petit, mais d'une certaine façon c'est agréable, comme si le monde était plus vaste que nos problèmes. Et toi, de quoi rêves-tu? Thomas soupira, serrant sa tasse entre ses doigts. Des rêves, avant, il rêvait de famille et d'enfants, d'une maison avec Avery. Maintenant ses rêves lui semblaient étrangers, et il avait peur d'en construire de nouveaux. Franchement, dit-il en regardant la cascade. Je ne sais pas, après le divorce j'ai eu l'impression d'avoir oublié comment rêver, tous mes projets se sont avérés vains, maintenant je vis au jour le jour. Claire le regarda, son visage s'adoucit sans la moindre trace de pitié. C'est normal, murmura-t-elle, parfois il faut se donner du temps, mais tes rêves reviendront, Tom, et ils le font toujours. Il acquiesça, mais une profonde tristesse l'envahit. Il n'avait pas l'intention de se confier, mais son calme, le bruit de la cascade, la lumière dorée du crépuscule, tout cela sembla lui libérer les mots. Elle m'a trompé, dit-il d'une voix rauque. Avery, mon ex-femme, je croyais qu'on construisait une famille, je voulais des enfants, une maison, tout. Mais elle m'a épousé pour sa carrière, pour mes relations. Il n'était pas son mari, mais son sésame pour Hollywood. Claire resta silencieuse, sa tasse glacée dans sa main. Thomas poursuivit, le regard fixé sur l'eau. J'ai entendu ce qu'elle a dit à sa sœur, que j'étais son sésame pour Hollywood, qu'elle ne voulait pas d'enfants, qu'elle prenait des pilules pour les éviter. J'ai eu l'impression d'avoir reçu un coup de poignard dans le dos. Je n'arrive toujours pas à comprendre comment j'ai pu être aussi aveugle. Il se tut, la gorge serrée, il évita de regarder Claire, craignant d'y voir de la pitié. Mais elle se contenta de poser sa tasse sur le banc et dit « C'est terrible, Tom, je n'arrive même pas à imaginer ce que tu as vécu. » Mais tu n'étais pas aveugle, tu lui as fait confiance, ce n'était pas de la faiblesse, cela signifiait que tu étais quelqu'un d'autre. Thomas se tourna vers elle, son regard était grave mais chaleureux, il sentit quelque chose trembler en lui, non pas de douleur mais de soulagement. Merci, dit-il, je n'en ai jamais parlé à personne, pas même à mes amis. Seulement à mon avocat, et encore, brièvement. Je suis contente que tu me l'aies dit, sourit doucement Claire. Parfois, il faut parler pour se libérer. Elle m'a quittée aussi. Pas comme toi, mais ça fait mal. Mon copain, avec qui j'étais depuis 3 ans, m'a quittée pour une autre. Il disait que j'étais trop ordinaire, trop banale. J'ai pleuré pendant un mois avant de comprendre que je ne voulais pas être la copie de quelqu'un. Je voulais être moi-même. Thomas la regarda. Ses paroles étaient simples mais percutantes. Claire ne se plaigne pas, n'en fit pas tout un plat, mais sa vulnérabilité la rendait plus authentique, plus proche de lui. C'était un idiot, dit Thomas, et ils rirent tous les deux. Je suis d'accord, répondit Claire en prenant une gorgée de thé, mais cela m'a appris à apprécier ce qui me voit tel que je suis, et toi aussi Tom, tu le mérites. Le soleil couchant teintait le ciel d'or et de rose, la cascade scintillait sous les derniers rayons. Claire se tenait face à l'eau, sa silhouette se détachant nettement sur la lumière. Elle se tourna vers Thomas et lui tendit la main. « On s'approche » demanda-t-elle. « J'aimerais sentir les Imbruns. » Il hocha la tête, posa sa tasse et prit sa main. Ses doigts étaient chauds malgré le froid, et il sentit sa peur, la peur de faire confiance, la peur de rêver s'estomper. Ils s'approchèrent du bord de la plateforme où la brume de la cascade se déposait sur leurs vestes. Claire regarda l'eau, le visage rayonnant. « Parfois, il faut juste faire un pas » dit-elle sans lâcher sa main, sans savoir ce qui va se passer mais en avançant. Thomas serra les doigts, se sentant prêt non pas pour l'amour, non pas pour de grands projets, mais pour cet instant, pour ce pas. Il la regarda, ainsi que la cascade et la lumière dorée, et hocha la tête. « Oui, murmura-t-il, tu as raison. » Avery Crowe, désormais simplement Avery Lane, traîna une valise en haut de l'étroit escalier de son nouvel appartement à West Hollywood, Los Angeles. Le minuscule studio au 3e étage sentait la vieille moquette et la peinture, avec une seule fenêtre donnant sur le boulevard Sunset, toujours animé, où les enseignes lumineuses clignotaient jour et nuit. C'était l'hiver à Los Angeles, mais cela signifiait juste une veste légère et des lunettes de soleil. Avery, en jean moulant et chemisier noir, jeta la valise sur le lit et s'effondra sur le matelas, fixant le plafond taché d'humidité. Portland, son ancienne ville avec Thomas, appartenait au passé tout comme leur mariage, qui s'était effondré sous ses paroles 5 mois plus tôt. Maintenant, elle était là, dans la ville des rêves, pour devenir une star. Elle se leva, suspendit quelques robes et chaussures dans l'armoire qui grinçait à chacun de ses mouvements. Une notification apparut sur son téléphone, sa publication Instagram, une photo de la valise avec la légende « Nouveau chapitre à Los Angeles » avait déjà récolté une centaine de j'aime. Avery sourit, mais son sourire était vide. Elle ouvrit le réfrigérateur et prit une bouteille d'eau. Elle but son verre en contemplant la ville par la fenêtre.
Les lumières éclatantes de Sunset Boulevard l'attiraient, promettant la gloire, mais pour l'instant, elle n'avait qu'un loyer de 1 000 $ par mois et l'espoir de décrocher des auditions. Le lendemain, Avery se rendit à une audition dans un studio de North Hollywood. Elle portait une robe rouge qui mettait en valeur ses cheveux châtains et un maquillage léger, juste ce qu'il faut pour paraître fraîche, sans en faire trop. Dans la salle d'attente, des dizaines de femmes étaient assises, feuilletant des scripts ou bavardant au téléphone. Avery, le dos droit, répétait ses répliques pour un rôle dans une série médicale. Quand on l'appela, elle entra avec un sourire, mais le réalisateur chauve à lunettes la regarda à peine. Non. Lança-t-il d'un ton sec, les yeux rivés sur sa tablette. Avery Lane, répondit-elle avec assurance. Très bien, commencez, dit-il sans lever les yeux. Avery lut le monologue, une infirmière suppliant le médecin de sauver un patient avec toute son énergie. Elle savait qu'elle était bonne, mais le réalisateur se contenta d'un signe de tête. Merci, on vous recontacte, dit-il, appelant déjà la suivante. Avery partit, le sourire toujours aux lèvres jusqu'à ce qu'elle s'installe dans sa voiture. Elle tapota le tableau de bord et soupira. À Portland, son nom avait une certaine importance grâce à Thomas et à ses relations. Ici, elle était une inconnue, mais elle n'allait pas se décourager. La semaine suivante, la chance lui sourit, elle décrocha un rôle dans la même série. Son rôle était minuscule, 3 répliques, une infirmière en arrière-plan. Avery a passé 6 heures sur le plateau, moulée dans un costume, sous des projecteurs impitoyables. Elle souriait même quand l'assistant lui a lancé sèchement « Ne te mets pas dans le champ ». Après le tournage, elle a pris un selfie dans la loge maquillage, l'a posté sur Instagram avec le hashtag #ActressWay, et la publication a récolté 200 likes, mais aucun agent ne l'a contactée. Avery a commencé à fréquenter les soirées, espérant se faire des contacts. Au bar de VIP Room, elle a rencontré un producteur nommé Kevin la quarantaine, vêtu d'un blouson de cuir, avec un sourire mielleux. Il lui a commandé un martini, l'a qualifié de starlet, et lui a promis de lui organiser une rencontre avec le réalisateur d'une nouvelle série Netflix. Avery a ri à ses blagues, lui a touché la main, sentant que c'était sa chance. Ils ont dîné sur Santa Monica Boulevard, où l'air était imprégné d'odeurs de cigarettes et de vin cher. Kevin a parlé de ses projets, des stars avec lesquelles il avait travaillé, et Avery l'a cru sur parole. « Je t'appellerai demain, ma chérie », dit-il en l'embrassant sur la joue pour lui dire au revoir. Ce sera ton rôle, mais il n'appela pas le lendemain, ni le surlendemain. Avery lui envoya un message, mais ne reçut aucune réponse. Assise dans son appartement, elle fixait son téléphone en vidant sa 2e bouteille de vin de la semaine. Ses réseaux sociaux regorgeaient de photos lumineuses, elle dans un bar, à la plage, un cocktail à la main. Mais derrière cette façade, le vide régnait. Elle n'avait pas d'amis à Los Angeles, seulement des connaissances qui disparaissaient comme Kevin. Elle se mit à boire davantage, sans se rendre compte que ces soirées arrosées devenaient une habitude. Un samedi, sa sœur Lorraine l'appela. Allongée sur le lit, Avery faisait défiler son fil Instagram. Sa nouvelle publication, un selfie en boîte de nuit, avait récolté 300 j'aime, mais aucun commentaire de ce dont elle avait besoin. Elle répondit d'une voix fatiguée. « Salut Yves », dit Lorraine avec précaution. « Comment vas-tu à Los Angeles ?»« Super », mentit Avery en se redressant et en se frottant les yeux. « Je suis occupée. Tournage, soirée, tout ça. Tournage. » Demanda Lorraine à nouveau. « C'est génial, c'est quoi comme projet ?» « Une série », éluda Avery en se versant un verre de vin de la bouteille posée sur la commode. « Un petit rôle, mais c'est un début. » Lorraine se tut puis dit « Yves, je m'inquiète pour toi. Tu es parti si vite après tout ce qui s'est passé avec Thomas, tu devrais peut-être retourner à Portland, même juste un peu, on pourrait en parler. » Avery serra le verre, ses ongles s'enfonçant dans sa main. « Retourner » s'écria-t-elle presque. « Lorraine, tu es sérieuse. » Je ne suis pas partie pour rester enfermée dans cette maison à me morfondre, je vais devenir une star, tu comprends, j'ai juste besoin de temps, je ne dis pas que tu devrais te morfondre, répondit Lorraine en essayant de rester calme. Mais tu es seule là-bas, Yves, et après ce que tu as fait à Thomas, tu ne penses pas qu'il est temps d'arrêter. À quoi est-ce que je devrais m'arrêter et penser demanda Avery d'une voix tremblante, à la façon dont il m'a quittée. À la culpabilité que tu m'as fait ressentir, je fais ce que je dois faire, Lorraine, et je n'ai pas besoin de tes conseils. Yves, je veux juste t'aider, dit Lorraine d'une voix lasse. Je suis ta sœur, je ne veux pas que tu craques. Je ne craquerai pas, je deviendrai quelqu'un, et vous regretterez de ne pas avoir cru en moi, s'écria Avery. Elle raccrocha, jeta son téléphone sur le lit, et vida son verre de vin d'un trait. Ses mains tremblaient, mais elle ne pleura pas. Elle ne pouvait pas se permettre de faiblir.
Elle ouvrit Instagram, publia une story elle avec un verre, légende la vie à Los Angeles, c'est le feu, et resta allongée, le regard fixé au plafond. Le bruit de la fête au bar voisin lui parvenait par la fenêtre, mêlé à l'odeur de cigarettes de la rue. Avery prit son téléphone pour regarder les likes, mais ses doigts ouvrirent la galerie. Elle fit défiler de vieilles photos, Portland, la maison de Laurel Rust, elle et Thomas. Sur une photo, ils étaient dans un parc, ils l'enlaçaient tous deux riant. Les larmes lui montèrent aux yeux mais elle serra les dents. C'était sa faute, elle l'avait perdu non pas par amour. Elle avait perdu ses relations, son soutien, sa réputation. Maintenant, elle était seule dans une ville qui ne la remarquait même plus. « Maudit sois-tu, Tom » murmura-t-elle, la voix brisée. Elle appuya sur « supprimer » sur la photo, l'écran vacilla et l'image disparut. Avery se leva, alla au réfrigérateur et prit une nouvelle bouteille de vin. Elle se versa un verre du vin avec du soda, comme elle le faisait en soirée, et leva son verre, contemplant son reflet dans la vitre. Derrière la vitre brillaient les lumières de Los Angeles, mais elle semblait froide comme ses rêves. « Je leur montrerai tout », dit-elle à voix haute, commandant mentalement un autre verre, là où elle était déjà une star. Thomas Crow redressa le col de sa chemise, debout devant le miroir de son appartement du quartier Pearl, à Portland. C'était vendredi, mi-décembre, et il s'apprêtait à dîner avec Claire au restaurant italien Mamma Mia sur Nob Hill. Dehors, la pluie tombait, les lumières de la ville se reflétaient dans la rivière Willamette, et une émotion grandissait en lui qu'il ne pouvait plus ignorer. 6 mois s'étaient écoulés depuis son divorce avec Avery, et durant ces mois, Claire, son rire, sa gentillesse, sa sincérité étaient devenus bien plus qu'une simple amie. Il était tombé amoureux, et aujourd'hui, il allait le lui avouer. Thomas enfila une veste bleue foncée, prit un parapluie et sortit, le cœur battant la chamade. Le restaurant était à 10 minutes en voiture, et il se gara devant le vieux bâtiment en briques où l'enseigne Mamma Mia brillait d'un jaune chaleureux. À l'intérieur, flottaient des odeurs d'ail, de basilic fraise et de pain chaud, la douce lumière des bougies se reflétait dans les verres, et une guitare italienne jouait doucement dans les haut-parleurs. Claire l'attendait déjà à une table près de la fenêtre avec vue sur la ville, vêtue d'une simple robe noire, ses cheveux clairs lâchés, et son sourire avait toujours le don de le détendre. « Bonjour », dit-elle en se levant et en l'enlaçant. « On dirait que tu vas à une réunion importante. » « Eh bien, dîner avec toi est assurément une réunion importante, répondit Thomas en souriant, et ils s'assirent. Le serveur apporta le menu, et Claire tapota du doigt le plat de pâtes. « Je prendrai des carbonara, dit-elle. Et toi ? Ne me dis pas que tu vas encore choisir un truc banal, comme une margarita. Et une margarita, c'est un classique, objecta Thomas en faisant semblant de froncer les sourcils. Bon d'accord, je prendrai des raviolis aux champignons, comme ça tu ne t'ennuieras pas. Waouh, Crow, tu prends des risques, le taquina Claire, les yeux pétillants, j'en suis fière. Ils commandèrent à manger et une bouteille de vin rouge, et la conversation se déroula avec aisance comme toujours. Claire lui raconta sa semaine, son élève avait rédigé une dissertation sur Macbeth en la comparant à un battle de rap, et elle en riait encore. Thomas annonça que son projet de centre culturel avait été approuvé par le conseil municipal et que la construction pourrait commencer au printemps. « Waouh, Tom !» s'exclama Claire en levant son verre. « Pour ton centre, il sera formidable. »« Merci » répondit-il touché. « Et pour tes élèves aussi, ils t'admirent visiblement. »« Ah, si seulement » plaisanta-t-elle en prenant une gorgée de vin. « La moitié me trouve trop stricte et l'autre moitié me trouve super. Je n'ai pas encore tranché. » Thomas la regarda, son aisance, son sourire, et sentit les mots qu'il avait répétés toute la journée surgir. Il s'éclaircit la gorge, posa son verre et la regarda dans les yeux. « Claire, puis-je te dire quelque chose ?» Sa voix était un peu rauque mais ferme. Elle acquiesça, son sourire s'adoucissant. « Bien sûr, Tom, qu'y a-t-il » Et il prit une profonde inspiration et plia nerveusement sa serviette. « Toi, tu m'as redonné confiance en moi » commença-t-il. « Après le divorce, je pensais que tout était fini, définitivement terminé. Je ne voulais laisser personne entrer dans ma vie, je ne voulais plus rêver, plus rien. Mais toi, ta gentillesse, ton sourire, ta façon de voir le monde, tout cela m'a ramené à la vie. Et j'ai réalisé que j'étais amoureux de toi. » Claire se figea, les yeux écarquillés, mais elle ne détourna pas le regard. Thomas sentit son cœur battre la chamade, mais il poursuivit. « Je ne m'attends pas à ce que tu dises la même chose maintenant, dit-il. Mais je ne pouvais plus me taire, tu comptes tellement pour moi. » Un silence s'installa, mais il n'était pas pesant. Claire sourit lentement, les joues rosies, et posa sa main sur la table, plus près de la sienne. « Tom, dit-elle d'une voix douce mais sincère, moi aussi je ne suis pas indifférente à toi, toi tu es réel, et avec toi c'est si simple comme avec personne d'autre. Mais je veux qu'on prenne notre temps, d'accord, pour que les choses puissent évoluer naturellement.
Je ne veux pas qu'on se précipite avant d'être prêt. Thomas hocha la tête, sentant la tension dans sa poitrine se transformer en une douce chaleur. Ses paroles étaient sincères et il respectait cela. Je ne me précipiterai pas, dit-il en souriant. Je voulais juste que tu le saches. Je sais, répondit Claire, les yeux brillants, et je suis contente que tu me l'aies dit. Le serveur apporta les pâtes et ils commencèrent à manger, mais la conversation devint encore plus chaleureuse et intime. Claire lui raconta comment elle s'était retrouvée coincée dans la bibliothèque de l'école à la recherche d'un vieux livre, et Thomas rit en l'imaginant entouré de livres poussiéreux. Il lui parla d'une fois où il avait démêlé des plans lors d'une réunion avec un client, et Claire le taquina en l'appelant le génie de l'architecture. Ils finirent leur vin, commandèrent un tiramisu pour deux, et Thomas se surprit à ne pas vouloir que la soirée se termine. En quittant le restaurant, la pluie redoubla d'intensité, tambourinant sur le trottoir. Thomas ouvrit son parapluie, mais Claire rit et le repoussa d'un geste de la main. « Quel est le problème ? C'est juste Portland, dit-elle en marchant sous la pluie. On va être mouillé. Et alors ? Tu es folle, répondit Thomas, mais il replia son parapluie et marcha à côté d'elle, sentant les gouttes de pluie ruisseler sur son visage. Ils descendirent Nob Hill, passant devant des cafés et des librairies fermées, leurs pas résonnant dans les flaques d'eau. Claire raconta son voyage universitaire où elle s'était endormie par inadvertance dans le bus et s'était réveillée dans un autre état, et Thomas ne put s'empêcher de rire. « Comment as-tu fait pour t'en sortir » demanda-t-il en s'essuyant les cheveux mouillés. « J'ai le goût de l'aventure » répondit-elle avec un sourire en coin. « Et quelle est la chose la plus stupide que tu aies faite » Thomas commença à parler, mais s'arrêta, la regardant. Son visage luisait sous la pluie, ses yeux pétillaient, et il ne put résister. Il s'approcha, prit délicatement sa main et l'attira contre lui. Claire le regarda, son sourire vacilla, mais elle ne se dégagea pas. Thomas se pencha et l'embrassa, savourant le goût de la pluie et la chaleur de ses lèvres. Elle répondit à son baiser, ses mains posées sur ses épaules, et pendant un instant, leur monde se réduisit à eux deux, sous le bruit de la pluie et la lueur des réverbères. Lorsqu'ils se séparèrent, Claire murmura d'une voix tremblante « C'est ça ». Thomas sourit, le cœur battant la chamade comme s'il avait couru un marathon. « Oui » dit-il en lui serrant la main. Ils rirent ruisselant sous la pluie et continuèrent leur chemin main dans la main. Il pleuvait mais cela leur importait peu. Ils étaient heureux et c'était tout ce qui comptait. Tom Cruise se tenait à la fenêtre de son appartement du quartier Pearl à Portland, contemplant la rivière Willamette qui scintillait sous les lumières de la ville. C'était un vendredi soir, fin juin, et la douce soirée embaumait le parfum des tilleuls en fleurs qui s'élevaient de la rue. Dans sa poche, une petite boîte en velours contenait une bague simple, ornée d'un saphir, choisie parce que Claire lui avait confié un jour adoré le bleu. Il y a plus d'un an, il lui avait avoué son amour sous la pluie, dans un restaurant italien, et depuis, leur relation était devenue le pilier de sa vie. Aujourd'hui, il comptait la demander en mariage, et son cœur battait la chamade, partagée entre l'excitation et la confiance. Tom portait une chemise sombre et un gant, prit la boîte et se dirigea vers le parc Mount Tabor, où Claire et lui avaient l'habitude de se promener. Il choisit un point de vue au sommet de la colline, leur endroit préféré où les étoiles brillaient plus fort qu'en ville et où le parfum des pins créait une quiétude vivifiante. Ils avaient prévu de s'y retrouver à 9 heures, prétextant « juste une petite promenade, ce sera agréable ». Elle acquiesça, comme toujours, avec un léger sourire dans la voix qui faisait encore battre son cœur la chamade. Lorsque Thomas se gara près du parc, la nuit était déjà tombée, le ciel était étoilé et la lune, basse sur l'horizon, éclairait le chemin. Il monta sur la plateforme où un banc en bois se dressait au bord, dominant les lumières de Portland. Le parfum des pins était puissant et le silence du parc n'était rompu que par l'aboiement lointain d'un chien. Thomas chercha la boîte dans sa poche et sentit une vague de nervosité se transformer en calme. Il savait que c'était la bonne décision. Claire arriva 10 minutes plus tard, ses pas crissant sur le gravier. Elle portait un gant, un t-shirt blanc et une veste légère, ses longs cheveux blonds lui tombant en cascade sur les épaules. Elle lui sourit et le serra dans ses bras, ses mains étaient chaudes. « Salut » dit-elle en reculant d'un pas, « tu te comportes de façon mystérieuse aujourd'hui. Qu'est-ce qui t'arrive ? Je voulais juste venir, répondit Thomas nonchalamment. C'est une belle nuit, les étoiles brillent. C'est vrai, dit Claire en levant les yeux au ciel, les yeux pétillants. Regarde, voilà la grande ours. Je la repère toujours en premier. Thomas sourit en la regardant. Ils s'assirent sur le banc et Claire commença à parler d'un de ses élèves qui avait écrit un poème sur les étoiles, mais l'avait oublié pendant le cours et qui essayait d'improviser. Thomas rit, mais ses pensées étaient ailleurs, la boîte dans sa poche. Il attendait le bon moment, le cœur battant la chamade. « Qu'est-ce qui te prend » demanda Claire en le poussant du coude. « D'habitude, tu dis que mes élèves sont des génies. »
Je pensais juste, dit-il en regardant la ville en contrebas. À nous. Claire haussa un sourcil, son sourire se faisant curieux. Nous, répéta-t-elle. C'est une conversation sérieuse, en quelque sorte, répondit Thomas en se levant. Il prit une profonde inspiration, se tourna vers elle et prit ses mains. Claire, puis-je vous dire quelque chose? Elle hocha la tête, le regard grave mais chaleureux. Bien sûr, Tom, qu'y a-t-il? Il la regarda, son visage illuminé par le clair de lune, et les mots qu'il avait répétés pendant des semaines jaillirent de lui. Tu as changé ma vie, commença-t-il d'une voix ferme mais tremblante d'émotion. Quand nous nous sommes rencontrés, j'étais anéanti. Après mon divorce, je ne croyais plus pouvoir faire confiance, aimer ou rêver. Mais toi, ta gentillesse, ton rire, la façon dont tu apaises tout, tu es devenu mon refuge, et je veux passer le reste de ma vie avec toi. Claire se figea, ses yeux s'écarquillèrent et il vit des larmes briller dans sa bouche. Thomas s'agenouilla, sortit l'écrin et l'ouvrit, révélant la bague en saphir qui scintillait au clair de lune. « Claire, et veux-tu m'épouser » demanda-t-il d'une voix douce mais assurée. Claire eut un hoquet de surprise, les mains sur la bouche, et des larmes coulèrent sur ses joues. Elle hocha la tête, cherchant ses mots. « Oui » souffla-t-elle d'une voix tremblante. « Oui, Tom, bien sûr, oui » Thomas sourit, le cœur battant la chamade. Il lui passa la bague au doigt, elle lui allait à merveille, et Claire, les yeux embués de larmes, le regarda en riant. « Elle est magnifique, dit-elle d'une voix rauque. Tu es incroyable. » Il se leva et elle se jeta dans ses bras, ses mains enlaçant son cou. Ils restèrent là sous les étoiles, dans le silence du parc, et Thomas sentit que tout prenait son sens. Claire se recula légèrement, essuyant ses larmes, et contempla la bague. « Quand as-tu eu cette idée » demanda-t-elle en souriant. « Tu es toujours occupé avec tes plans » admit-il en riant. 2 semaines plus tôt, j'ai failli me brûler en choisissant la bague. Sam m'a aidé, mais il est bavard, alors j'avais peur qu'il ne le dise. Sam, rit Claire. Maintenant je comprends pourquoi il m'a souri hier avec ce sourire en coin. Il savait, oui, dit Thomas en lui prenant la main. Mais il n'a rien dit, ce qui était un véritable exploit pour lui. Ils se rassirent sur le banc, Claire toujours les yeux rivés sur la bague, et leurs doigts s'entrelacèrent. Ils se penchèrent l'un vers l'autre et restèrent silencieux, les yeux rivés sur les étoiles. Le parfum des pins les enveloppait, et la ville en contrebas scintillait comme une promesse lointaine. « Nous serons heureux » murmura Claire d'une voix douce et convaincue. « Vraiment, Tom ?» Il acquiesça en lui serrant la main, certain que c'était vrai. « Oui » répondit-il en l'embrassant sur la joue. Ils restèrent ainsi 1 heure de plus à parler de l'avenir, le lieu du mariage, le nombre d'invités et si Sam allait s'enivrer et danser. Thomas rit à cette pensée et sentit son amour pour Claire, profond et conscient, devenir son point d'ancrage. Le lendemain, en sirotant son café, Thomas consulta son téléphone et vit une notification sur Instagram. Yves, son ex-femme, lui avait envoyé un message privé. Il n'avait plus reçu de ces messages depuis qu'il avait bloqué son numéro 1 an auparavant, mais apparemment, elle l'avait retrouvé grâce à un nouveau compte. Le message était court et sarcastique. « On dirait que tu aimes collectionner les bagues. Félicitations Thomas. » Il réalisa que Claire avait publié des stories avec la bague, sans mentionner son nom, mais Yves, qui suivait toujours leur vie par le biais de connaissances communes, avait fait le rapprochement. Thomas lut le message, la mâchoire serrée. Il se souvint de sa voix, de ses larmes, de son mensonge. « Je l'ai épousée pour Hollywood. » Ces mots étaient une pique, mais il ne l'avait pas atteint. Il était libre d'elle, de sa souffrance, de son monde. Il ne répondit pas, se contenta de supprimer le message et de bloquer le compte. Yves appartenait au passé, mais Claire était son avenir. Thomas termina son café, contempla la ville et sourit. Claire devait arriver dans 1 heure pour discuter des préparatifs, et il s'imaginait déjà son rire, la chaleur de ses mains, leur vie à deux. Il savait qu'il avait fait le bon choix, et c'était tout ce qui comptait. Thomas Crowe se tenait devant l'hôtel, dressé sous des chênes centenaires dans le parc Lawlhurst, à Portland, par une chaude journée d'août. Son costume gris foncé était légèrement froissé par la nervosité, mais son sourire illuminait son visage lorsqu'il regarda Claire et, qui s'avançait vers lui dans une simple robe blanche à manches de dentelle. Ses cheveux clairs, lâchés, lui tombaient en cascade sur les épaules, tandis qu'elle tenait un bouquet de fleurs sauvages. Le soleil perçait le feuillage, baignant l'herbe d'une lumière dorée, et le parfum de l'herbe fraîchement coupée se mêlait à la légère fragrance de son parfum. Le mariage était intime, amis proches, famille, moins de 30 personnes, mais pour Thomas, c'était le jour le plus important de sa vie. Sam, son collègue et témoin, lui fit un clin d'œil, tandis que la mère de Claire, assise au premier rang, essuyait ses larmes. « On dirait que tu vas t'enfuir » murmura Sam en ajustant sa cravate. « Tais-toi » grogna Thomas, mais il ne pouvait détacher son regard de Claire. Elle s'arrêta devant lui, ses yeux verts émeraude pétillants, et ils se prirent la main.
L'officiant commença la cérémonie, mais Thomas entendait à peine les mots, il ne voyait que Claire, son sourire, sa chaleur. Au moment des vœux, il parla, la voix tremblante d'émotion. « Claire, tu m'as redonné foi en la vie, dit-il. Tu m'as appris à rire, à rêver, à être meilleur. Je te promets de t'aimer, de te soutenir, d'être avec toi chaque jour, même quand tu commanderas une pizza aux anchois. » Les invités rirent. Claire ferma les yeux, mais ses larmes étaient de joie. Elle répondit d'une voix douce mais ferme. « Tom, tu es mon foyer, tu illumines chaque jour. Je te promets d'être là pour toi, de rire avec toi, même quand tu prétends que tes plans sont meilleurs que mes dissertations. » Ils échangèrent des alliances et, lorsque l'officiant les déclara mari et femme, Thomas embrassa Claire sous les applaudissements et le sifflement de Sam. La soirée se déroula à la belle étoile, des tables nappées de blanc, de la musique diffusée par des haut-parleurs, des gens qui dansaient sur l'herbe. Claire riait en dansant avec son père, et Thomas la regardait, conscient que tout ce qu'il avait traversé, le divorce, la douleur, la solitude, l'avait mené à cet instant. 1 an plus tard, en septembre 2028, leur vie bascula à nouveau. À l'hôpital de Portland, dans une chambre aux murs bleus, Claire donna naissance à une fille, Lydia, avec les yeux bleus de sa mère et les cheveux bruns de son père. Thomas la tenait dans ses bras, minuscule et emmaillotée dans une couverture blanche, et ne pouvait détacher son regard. Le parfum du talc embaumait leur nouvelle maison dans le quartier d'Alameda, une petite maison chaleureuse avec parquet et fenêtres donnant sur le jardin. Claire, fatiguée mais rayonnante, était allongée sur le canapé et les regardait. « Elle te ressemble, murmura-t-elle d'une voix douce. Tu es déjà sérieux comme lui. Non, elle te ressemble beaucoup, répondit Thomas en berçant Lydia. Regarde ses yeux. Claire sourit et prit une tasse de thé sur la table. On va y arriver, vraiment demanda-t-elle d'un ton mi-plaisantin, mi-inquiet. Bien sûr, dit Thomas en s'asseyant à côté d'elle. On est une équipe. Thomas apprit à être père petit à petit. Il changeait les couches, tâtonnant avec les attaches tandis que Claire riait et lui montrait comment faire. Il lisait des histoires à Lydia avant de dormir, le verre et la boîte de soupe, et Là où vivent les monstres, en imitant les voix des personnages tandis qu'elle gazouillait et le regardait. La nuit, quand Lydia pleurait, il se levait et la berçait en lui chantant des berceuses qu'il ne connaissait pas encore, pendant que Claire dormait. Ces moments, ses petits doigts agrippés aux siens, son rire quand il lui chatouillait le ventre était inestimable à ses yeux. Son projet de centre culturel, achevé au printemps, a remporté un prix de l'American Institute of Architects. Lors de la cérémonie au Portland Center, dans une salle au haut plafond, Thomas tenait la statuette, mais ses pensées étaient à la maison, auprès de Claire et Lydia. Il a réduit ses heures de travail, refusant de nouveaux projets d'envergure pour être avec sa famille. Sam, son collègue, a plaisanté. « Tu es papa maintenant, plus architecte », mais Thomas s'est contenté de sourire. Ses priorités avaient changé, et il ne le regrettait pas. « Le bureau te manque », lui a demandé Sam un jour, autour d'une bière au bar Hopworks. Parfois, a admis Thomas en regardant sa bouteille. Mais quand Lydia sourit, je me rends compte que rien ne vaut les plans. Eh bien, tu as disparu, plaisanta Sam en secouant la tête. Mais c'est pas grave, mec, Claire et le petit en valent la peine. D'accord, acquiesça Thomas, une douce chaleur l'envahissant. Pendant ce temps, à Los Angeles, Evelyn subissait un nouvel échec. Assise dans la salle d'attente d'un studio à Burbank, elle feuilletait le script d'une audition, un rôle de serveuse dans une série comique, 3 répliques. Sa robe rouge était impeccable, son maquillage parfait, mais ses yeux étaient fatigués. Elle attendit 1 heure avant qu'un assistant ne l'appelle. Le réalisateur, un jeune homme coiffé d'une casquette, la regarda d'un air indifférent. « Commencez », dit-il en mâchant du chewing-gum. Yves lut le texte avec toute son énergie, mais le réalisateur l'interrompit à la 2e ligne. « Merci, on vous recontactera », dit-il, déjà plongé dans un dossier. Yves sortit, ses talons claquant sur le sol. Elle monta dans la vieille Honda de location et tapa du poing sur le volant. Ses rêves de Hollywood s'effondraient comme un château de cartes. En 2 ans à Los Angeles, elle avait joué dans 3 épisodes, mais personne ne se souvenait de son nom. Ses réseaux sociaux regorgeaient de photos de soirée, mais les likes ne lui valaient pas de rôle. Le soir, elle rentra dans son minuscule appartement de West Hollywood où flottait l'odeur de cigarettes des voisins. Son petit ami, Mike, musicien tatoué et toujours prêt à promettre bientôt on réussira, l'attendait sur le canapé avec une bière. « Alors, comment ça s'est passé ?» demanda-t-il sans lever les yeux de son téléphone. « Catastrophique », grogna Yves en jetant son sac. « Encore un, on te recontacte. J'en ai marre, Mike. Ne t'énerve pas, dit-il en haussant les épaules. Ce n'est peut-être pas fait pour toi. Essaie de travailler comme serveur en attendant de trouver quelque chose. » Yves le regarda les yeux plissés. « Pas pour moi, répéta-t-elle sèchement.
Je ne suis pas venu ici pour porter des plateaux. Calme-toi, dit Mike en se levant et en fermant les yeux, mais je ne peux pas payer ton loyer indéfiniment. J'en ai assez, Yves. Ils se disputèrent comme d'habitude et 1 heure plus tard, Mike partit en claquant la porte. Yves se retrouva seul avec un verre de vin et un vide immense dans la poitrine. Elle ouvrit Instagram, où son fil d'actualité était rempli de photos mises en scène, elle dans un bar sur la plage avec Mike souriant. Mais maintenant, il était parti, comme tous ceux qui l'avaient précédé. Elle fit défiler son fil et tomba sur la publication de Sam, une photo du mariage de Thomas et Claire, où il riait sous les arbres. Yves serra son téléphone, ses ongles s'enfonçant dans sa paume. Elle savait que Thomas était heureux, et cela la rongeait plus que ses propres échecs. Yves termina son verre de vin, ses rêves de gloire lui semblaient plus lointains que jamais. Elle était perdue, et au fond d'elle-même, elle savait qu'elle avait choisi cette voie, rejetant tout ce qui aurait pu être authentique. À Portland, dans leur maison d'Alameda, Thomas était assis dans un fauteuil à bascule dans la chambre d'enfant, berçant Lydia dans ses bras. La pièce embaumait le talc, des livres et un ours en peluche étaient posés sur une étagère, et un mobile projetait des étoiles au plafond. Lydia gazouillait, ses yeux bleus fixés sur lui, et il sourit en chantant une berceuse. Claire dormait sur le canapé du salon, ses cheveux blonds éparpillés sur l'oreiller, et une tasse de thé intacte trônait sur la table. Thomas contempla sa fille, sa femme, leur maison, et sentit que tout ce qu'il avait enduré, les mensonges d'Yves, la douleur du divorce, la solitude était le prix à payer pour cela. Il serra Lydia contre lui et murmura « C'est tout ce dont j'ai besoin ». Yves se tenait au bar du mariage de sa cousine, dans la banlieue de Los Angeles, un verre de champagne à la main. C'était la fin de l'automne, et la douce soirée californienne bourdonnait des bruits de la fête, les rires des invités, le tintement des assiettes, la musique des haut-parleurs diffusant des tubes des années 80. Une tente blanche dressée sur la pelouse scintillait de guirlandes, le parfum du jasmin se mêlait à la fumée de cigarettes, et Yves, dans sa robe verte moulante, avait l'air d'une star. Mais ses yeux, soulignés d'eyeliner noir, étaient vides. Elle était venue à ce mariage pour oublier un nouvel échec, une audition pour une publicité s'était soldée par le traditionnel « on vous recontacte ». Los Angeles, la ville de ses rêves, ne lui avait pas donné sa chance après 3 ans. Elle sirotait son champagne en observant l'assemblée. Son nouveau petit ami, Trevor, un barman au torse musclé et au tatouage de dragon, avait promis de venir, mais il avait déjà 1 heure de retard. Yves y était habitué, les hommes dans sa vie allaient et venaient comme des rôles de personnages de film. Elle a fait défiler les photos sur son téléphone, publiant une story avec un verre et la légende « Love Party », mais les j'aime n'ont pas comblé le vide. Sa vie à Los Angeles n'était qu'une succession de fêtes, d'aventures sans lendemain et de promesses d'agents restés lettre morte. Yves, la voix de sa sœur Lorraine interrompit ses pensées. Yves se retourna. Lorraine, vêtue d'une simple robe bleue, les cheveux courts et le regard fatigué, se tenait à côté d'elle. Elle avait fait le voyage depuis Portland pour le mariage, et Yves l'avait évité toute la soirée, sachant que la conversation serait difficile. « Salut Laurie, dit Yves en forçant un sourire, tu es rayonnante. »« Comment vas-tu » Bien, répondit Lorraine d'un ton égal mais direct. « Le travail, la vie, et toi, comment va Los Angeles ?» Super, mentit Yves en sirotant du champagne. Tournage fait, tout se déroule comme prévu, un rôle arrive bientôt, je le sens. Lorraine la regarda, le regard lourd. Yves, arrête, dit-elle doucement. Je vois bien que tu mens, tu as l'air perdu. Qu'est-ce qui se passe? Et Yves serra son verre, son sourire vacilla. Perdu, demanda-t-elle sèchement. Laurie, je vis mon rêve. Tu ne comprends pas ce que c'est que de vouloir quelque chose de grand, Lorraine s'approcha. Sa voix était ferme, mais empreinte de douleur. Yves, tu vis dans l'illusion, tu as quitté Thomas, tu l'as trompé, tu es venu ici, et alors, es-tu heureuse, es-tu toi-même? Je ne peux pas supporter ça. Yves eut un hoquet de surprise, ses yeux pétillaient mais elle serra les dents. Je ne suis pas brisée, murmura-t-elle, je fais ce que j'ai à faire. Et je n'ai pas besoin de tes leçons, Laurie. Sauf quelqu'un d'autre, elle se retourna et s'éloigna, ses talons s'enfonçant dans l'herbe. Lorraine l'appela. Yves, je suis ta sœur, je veux t'aider, mais Yves ne se retourna pas. Elle sortit de la tente, où le bruit de la fête s'était estompé, et s'appuya contre un arbre, cachant ses larmes. Ses doigts tremblaient, du champagne se répandait sur sa robe, mais elle n'y prêta pas attention. Les mots de Lorraine la brûlaient non pas parce qu'ils étaient mensongers, mais parce qu'ils étaient vrais. Elle était seule, ses rêves de Hollywood s'effondraient, et les hommes comme Trevor disparaissaient, ne laissant derrière eux que des promesses vaines. Yves vida son verre, s'essuya les yeux et retourna au bar, commandant une autre coupe de champagne. Elle ne voulait penser ni à Lorraine, ni à Thomas, ni à Portland. Los Angeles, avec ses lumières éclatantes et le bruit des fêtes, était l'endroit idéal pour oublier. Ce même jour, à Portland, Thomas et Claire Crowe se promenaient avec Lydia dans le parc Lowellhurst.
Les pelouses verdoyantes étaient couvertes de feuilles d'automne, l'odeur de l'herbe humide se mêlait à l'air frais, et les rires des enfants résonnaient depuis le quai. Lydia, 2 ans, avec les yeux bleus de Claire et les boucles brunes de Thomas, sautillait dans ses chaussures roses tenant la main de Thomas. Claire poussait une balançoire vide, ses cheveux blonds relevés en queue de cheval, et son visage s'illuminait lorsqu'elle regardait sa fille. « Regarde, Lydia, des canards, dit Claire en montrant l'étang. Veux-tu leur donner à manger ?»« Des canards !» s'exclama Lydia en tapant dans ses mains. Thomas sortit un sachet de chapelure que Claire avait insisté pour apporter et s'assit près de Lydia, l'aidant à lancer des miettes. Les canards s'approchèrent en cancanant, et Lydia rit d'un rire cristallin. « Elle sera ornithologue, dit Thomas en regardant Claire, ou alors elle adore nourrir tout le monde comme toi. Ah oui, c'est vrai, répondit Claire assise dans l'herbe, mais je vote pour ornithologue, elle a déjà du talent. Il parlait d'un voyage en Italie prévu pour le printemps suivant le rêve de Claire, que Thomas avait décidé de réaliser. Il voulait lui montrer Florence, Rome, de petits villages aux rues pavées. Claire faisait défiler un guide de voyage sur son téléphone, lisant des informations sur les vignobles toscans. « Écoute, il est écrit qu'on peut même presser le raisin soi-même, dit-elle, les yeux brillants. Imagine-nous avec Lydia en train de presser du raisin, Lydia mangera le raisin, elle ne le pressera pas, rit Thomas. Mais moi je suis partant. Par contre, ne me fais pas boire ton vin, tu plaisantes, et Claire lui donna un coup de coude. Je serai maître vigneron, ils rirent. Lydia entraîna Thomas vers les balançoires, et il la souleva pour l'installer sur le siège enfant. Claire les observait, un doux sourire aux lèvres. Leur vie était simple, le travail, la maison, Lydia, mais le bonheur résidait dans ces petites choses que Thomas avait jadis jugées impossibles. Le soir, alors que Lydia dormait, Thomas était assis sur le canapé, son téléphone à la main, faisant défiler son fil Instagram. Claire préparait du thé dans la cuisine, fredonnant de vieux morceaux de Fleetwood Mac. Il tomba sur la publication d'Yves. Elle était à une fête à Los Angeles, vêtue d'une robe scintillante, un verre à la main. Son sourire était éclatant mais son regard était vide, comme si elle jouait la comédie. Thomas regarda la photo un instant mais ne ressentit ni colère, ni douleur, ni pitié, seulement de la paix. Yves appartenait à son passé et celui-ci n'avait plus d'emprise sur lui. « Le thé est prêt », annonça Claire en posant les tasses sur la table. « Qu'est-ce qui te tracasse ?» demanda Thomas en rangeant son téléphone. « Rien, répondit-il, je pensais juste à la chance que j'ai. » Claire sourit, s'asseyant à côté de lui et posant sa tête sur son épaule. « Tu es adorable, Crow, dit-elle d'une voix douce, mais je suis d'accord. » Après le mariage, Yves rentra dans son appartement de Los Angeles. Sa robe était froissée et son maquillage avait coulé. Assise sur le lit, elle faisait défiler son téléphone. Trevor n'avait pas écrit, et elle savait qu'il ne le ferait pas. Elle ouvrit Instagram et ses doigts s'arrêtèrent sur la publication de Sam, une photo de Thomas, Claire et Lydia dans le parc, où Lydia donnait à manger aux canards. Thomas souriait, tenant sa fille dans ses bras, Claire riait, et leur bonheur était si palpable qu'Eve sentit une pointe de douleur dans sa poitrine. Ses mains tremblaient, les larmes lui brûlaient les yeux, mais elle serra les dents. Elle refusait d'admettre que Lorraine avait raison, que son orgueil avait tout détruit. Elle ferma l'application, jeta son téléphone sur le lit et sortit sur le balcon où les lumières de Los Angeles brillaient, froides et lointaines. Yves fuma une cigarette, la fumée se mêla à l'air nocturne, et elle disparut dans la nuit à la recherche de la prochaine fête, de la prochaine occasion qui ne viendrait jamais. Thomas Crow gara sa voiture devant la nouvelle maison du quartier d'Alameda à Portland. Le moteur s'éteignit. C'était le printemps, en avril, et l'air embaumait les cerisiers en fleurs et l'herbe fraîchement coupée. La maison de plain-pied aux murs blancs, aux volets en bois et au jardin dont Claire rêvait, resplendissait sous le soleil matinal. Leur fille de 3 ans, Lydia, sauta de la voiture, vêtue d'une robe jaune. Ses yeux bleus pétillaient tandis qu'elle courait vers les buissons où seule l'herbe poussait encore. Claire la suivait, les bras chargés de livres. Ses cheveux blonds étaient relevés en un chignon lâche, et son sourire réchauffait toujours Thomas. « Lydia, ne piétine pas l'herbe » cria Claire en posant le carton sur le perron. « On n'a pas encore planté de rosiers. »« Des roses » s'exclama Lydia en tapant dans ses mains. « Papa, quand est-ce qu'on aura des roses ?» Thomas sourit et la prit dans ses bras. « Bientôt, ma puce, dit-il en l'embrassant sur le front. D'abord, il faut tout déballer. Tu m'avais promis que le jardin serait mon projet, plaisanta Claire en ouvrant la porte. N'essaie pas de me le refiler. » Thomas feignit l'indignation et reposa Lydia. « J'ai déjà commandé des jeunes plants, des rosiers, comme tu le souhaitais, des rouges et des blancs. » Claire sourit, les yeux brillants. « Tu es un homme bien, Crow, dit-elle en entrant dans la maison. » À l'intérieur, une odeur de peinture fraîche et de bois flottait dans l'air. Le salon était rempli de cartons, les livres de Claire, les jouets de Lydia, les plans de Thomas.
La cuisine, avec ses grandes fenêtres donnant sur le jardin, était déjà devenue leur endroit préféré. La veille, ils y avaient bu du café pendant que Lydia dessinait par terre. Thomas et Claire avaient emménagé une semaine auparavant, vendant leur ancienne maison pour commencer une nouvelle vie. Cette maison était leur rêve, spacieuse, avec un jardin où Lydia pourrait jouer et Claire planter des fleurs. Thomas posa le carton de vaisselle sur la table de la cuisine et regarda Claire, qui déballait des livres. « Tu crois qu'on aura le temps de préparer le jardin pour l'été » demanda-t-il en ouvrant le carton. « Si tu ne passes pas tout ton temps au bureau, répondit-elle en dépoussiérant un livre. Au fait, c'est pour quand ta récompense, il sourit. Prochainement et la semaine prochaine, a-t-il dit. Mais j'ai dit à Sam que je ne voulais pas en parler. Je vais juste prendre la statuette et la ramener à la maison. Son centre culturel, inauguré il y a 1 an, a reçu un autre prix, cette fois-ci de l'Association des architectes de la ville. Lors de la cérémonie, qui se déroulait au cœur de Portland, dans une salle aux baies vitrées panoramiques, Thomas a serré la main de ses collègues, mais ses pensées étaient déjà tournées vers son centre. Il avait réduit ses heures de travail au bureau, déléguant les petits projets à Sam pour pouvoir passer du temps en famille. Lydia lui avait appris à faire des châteaux de sable, et Claire à ne pas paniquer quand leur fille tachait sa robe de peinture. « Tu es un super papa », lui avait dit Sam autour d'une bière au bar des Chutes la semaine dernière. « Je me souviens de l'époque où tu vivais au bureau. Maintenant, château de sable, couche, tout ça. » Il ne le regrettait pas, répondit-il en s'étouffant avec sa boisson. « Claire et Lydia, elles sont tout pour moi. Tu as disparu, sourit Sam. Mais c'est pas grave, Claire est en or et Lydia est son portrait craché. » Thomas hocha la tête, une douce chaleur l'envahissant. Claire était le cœur de leur famille, son amour, ses rires, sa capacité à trouver de la joie dans les petites choses les unissaient. Elle continuait d'enseigner la littérature au lycée, inspirant ses élèves. La semaine dernière, sa classe avait monté Hamlet et un garçon, qui interprétait le prince, lui avait dédié sa prestation, disant qu'elle lui avait fait croire aux mots. Claire rit mais Thomas vit sa fierté. « Écoute, l'interrompit-elle. Lydia veut aider avec les cartons. Est-ce en danger ?» Thomas jeta un coup d'œil dans le salon où Lydia traînait une boîte de jouets haletante d'effort. « Et championne, dit-il en trottinant vers elle. Laisse-moi t'aider, et tu choisis où mettre le panier. Tiens, voilà Mickey. » Lydia désigna une étagère, et Thomas y déposa docilement l'ours en peluche. Ils passèrent la journée à déballer leurs affaires, à rire des vieilles photos que Claire avait trouvées et à se disputer sur l'endroit où accrocher le tableau de paysage acheté aux puces. Le soir venu, quand Lydia s'endormit dans sa nouvelle chambre, Thomas et Claire sortirent dans le jardin avec des tasses de thé. L'air printanier était frais, les étoiles scintillaient et le jardin encore de la terre et de l'herbe attendait leurs idées. « On commence à planter les rosiers demain » demanda Claire en s'accrochant à lui. « D'accord, répondit-il en la serrant dans ses bras, mais c'est toi qui choisis où les planter, moi je ne ferai que donner un coup de pelle. »« Marché concluse, dit-elle d'une voix douce, ce sera notre jardin, Tom, comme tu le souhaitais. » Il hocha la tête en la regardant. Leur vie n'était pas parfaite, Lydia était capricieuse, le travail était chronophage et des cartons restaient encore à ouvrir, mais le bonheur, dans ces petites choses qu'il avait autrefois jugées impossibles, existait bel et bien. La trahison d'Avery, ces mots « je l'ai épousé pour Hollywood » n'étaient plus qu'un lointain écho. C'est ce qui l'avait conduit ici, vers Claire, vers Lydia, vers cette maison. Pendant ce temps, à Los Angeles, Avery Lane était assise au bar de Standard sur Sunset Strip, un martini à la main. Les lumières vives de la ville scintillaient à travers la fenêtre, l'air était imprégné d'odeurs de cigarettes et d'eau de Cologne, et le remix techno couvrait les conversations. Sa carrière n'a jamais décollé. En 3 ans, elle est apparue dans 5 épisodes de séries télévisées, mais son nom restait inconnu. Ses comptes sur les réseaux sociaux regorgeaient de photos en boîte de nuit, à la plage, avec un nouveau petit ami, mais derrière cette façade, il y avait le vide. Sa dernière idylle avec le photographe Jake s'était terminée une semaine auparavant, lorsqu'il avait déclaré ne pas être prêt à s'engager. Avery n'avait pas discuté, elle était habituée à ce genre de rupture. Elle fit défiler son téléphone, ses doigts s'arrêtant sur la publication de Sam de Portland, une photo de Thomas, Claire et Lydia dans le parc, avec la légende « La famille Crowe en affaires ». Avery contempla leur sourire, Lydia courant dans l'herbe, et sentit sa gorge se serrer. Elle savait que Thomas était heureux, et cela la peinait, non par colère, mais par conscience d'avoir choisi sa propre voie. Son orgueil, ses rêves de gloire la retenaient à Los Angeles, au milieu d'amours éphémères et de promesses vaines. « Un autre martini, dit-elle au barman d'une voix lasse.
Elle termina son verre, se leva et sortit dans la rue où les lumières de Sunset Strip brillaient froidement, indifférentes. Avery alluma une cigarette, la fumée se dissipa dans la nuit, et elle se dirigea vers son appartement où le silence l'attendait. Elle était prisonnière de ses illusions, et sa solitude était son choix. Le lendemain à Portland, Thomas, Claire et Lydia bêchaient le jardin, préparant la terre pour les rosiers. Lydia, coiffée d'un petit chapeau, traînait des vers de terre soulevant de la boue, tandis que Claire riait en s'essuyant les joues couvertes de boue. Thomas enfonça sa pelle dans le sol et les contempla, sa femme, sa fille, sa maison. Il se souvint d'Avery, de ses mensonges, de son départ, et comprit que c'était le prix à payer pour ce qu'il possédait désormais. « Papa creuse !» s'écria Lydia en le piquant avec un ver de terre. « Déjà, mon grand » répondit Thomas en souriant. Claire s'approcha, les mains dans la terre, et l'embrassa sur la joue. « Un beau jardin poussera ici » dit-elle en regardant la motte. « Le plus beau » répondit-il en la serrant dans ses bras. Ils continuèrent à creuser, riant tandis que le soleil montait et que leur nouvelle vie, leur jardin commençait à s'épanouir. Thomas regarda sa famille et sut qu'il avait trouvé l'équilibre entre le travail, l'amour et la maison.